Alors, Guyliane, bon, je pense que la plupart des gens ici te connaissent, mais peut-être est-ce que tu veux nous te présenter brièvement pour commencer Euh, cette conférence? je peux. J'y avais pas pensé, tu vois. J'étais tellement Bon, dans le bon. sujet Ah ben de mon oui, oui, enquête en que tout j'ai cas. même pas pensé à me présenter. Tout le monde ne te connaît pas forcément, même si beaucoup de monde te connaît. Donc, enquêtrice principale pour ce Cluedo. Guylaine Goulfier, je suis journaliste et auteur spécialisé en jardinage naturel, permaculture. Et moi, j'ai fait des études agricoles et notamment un BTS qui était un BTS en protection des végétaux. Ça va nous servir ce soir, hein. Oui, un petit peu. Alors, évidemment, ça m'a toujours servi dans voilà, dans mes articles, dans mes travaux, dans mes animations. Mais sont des amours que j'avais pas particulièrement développés. Et c'est pour ça que quand avec Gilles, nous avons pensé à aborder ce thème, hein, être le docteur des plantes chez soi dans son jardin. Je me suis dit, bah, tiens, amusons-nous et j'espère qu'on va tous s'amuser ensemble en inventant une enquête à mener. Voilà, effectivement. C'est l'idée, effectivement, d'inventer une petite enquête. Donc, c'est Guylaine qui vous a tout préparé, là. Même si c'est moi qui vais faire le maître de séance, c'est Guylaine qui a absolument tout préparé, les photos, le synopsis, tout, les indices, voilà. C'est elle qui a tout fait. Et puis, on va aussi voilà, vous faire un petit peu participer, on va nous donner, voilà, on va vous inviter à donner votre avis sur certaines choses. Alors, du coup, que se passe-t-il ce soir, Guylaine? Eh bien, nous avons reçu un appel désespéré. Bon, il va falloir faire preuve d'imagination. Je sais que certains ont de la neige, sont dans les frimas du mois de Oui, mars, mais moi, là, moi, on je suis va sous la neige. Ici, c'est sous la neige. En Haute-Loire, on est sous la sous neige, la hein. neige. Eh bien, on va faire tous un grand effort d'imagination en imaginant qu'on est le 25 juillet. On est le 25 Mhm. juillet de l'été dernier. Euh, on est chez René, dans le potager de René, qui est, je ne sais pas trop où, dans le Loiret. Imaginons dans le Loiret. Et René nous appelle un petit peu désespéré parce que rien ne va plus dans son potager. Donc, il appelle la protection des végétaux, la police des végétaux, et il nous appelle. Et je crois que tu peux, justement, Gilles, nous lire un petit peu la retranscription de son appel. Alors, Qu'est-ce qu'il nous dit, René? effectivement, depuis qu'il fait si chaud, on dépasse les 30 degrés depuis 15 jours et pas une goutte d'eau, rien ne va plus dans le potager. Les premières tomates sont arrivées et elles étaient très belles, sans aucun défaut. Et puis voilà qu'elles se mettent à pourrir par le bas. Même les fruits verts présentent le même problème. Et puis voilà que le milieu s'en mêle. Non seulement les feuilles se tachent, mais elles semblent se crisper et de drôles de grains apparaissent sur les tiges. Et pour comble de malheur, mes plants sont envahis de petites bestioles. Quant aux courgettes, je n'y comprends absolument rien. Cela fait plus d'un mois qu'elles sont plantées. Elles donnaient d'ailleurs très bien. Et puis la patatras, il n'y a plus que des fleurs mâles qui apparaissent et que je trouve sectionnées par terre. Il y a de petites courgettes qui s'étaient formées, restent rikiki, se déforment et pourrissent. Et que c'est à cause de toutes ces petites bestioles jaunes que je vois dans les fleurs. Est-ce que ce sont les mêmes bestioles qui me dévorent les radis à côté? Et pas que, elles s'attaquent aussi à mes choux, mes navets, la roquette, et peut-être bien des choses encore. Alors voilà, là il y a quand même une. Voilà, on va pas laisser ce pauvre René comme ça, là, il va peut-être falloir l'aider. Là c'est quand même, ouais, là, c'est quand même embêtant parce que ce serait dommage qu'il ne récolte pas une tomate et pas une courgette et pas un radis ni roquette ni quoi que ce soit. On va l'aider à résoudre ce problème-là. Alors, on va commencer par les tomates, peut-être? Hein. Oui, Ouais, c'est quand même voilà. on va prendre la scène de crime a été. Voilà, et puis en plus, la tomate, c'est le légume le plus cultivé dans le monde, c'est quand même intéressant. Voilà, je pense que tout le monde ici cultive des tomates, hein, voilà, et puis même que l'on soit en France, en Afrique, en Amérique, tout le monde cultive ça. Donc, on va, on va commencer par ça. Alors, on Alors, va commencer par alors, l'indice 1, peut-être. on va commencer par l'indice 1. Alors, le premier indice, donc, voilà, je vais ouvrir ceci. Et je vais donc vous faire un partage d'écran. Alors, je suis en train de jongler avec mes fenêtres là. Bam. Voilà, premier indice. Voilà, on a ceci. On a ceci.
Alors, ceci, qu'est-ce qu'on voit? C'est du mildiou. Est-ce que c'est vraiment du mildiou, ce truc-là? Je sais pas. En tout cas, c'est ce que dit René. Hein. Ce que dit C'est ce que René, dit ouais. René. Et puis, c'est Bon, quand même vrai qu'en général, quand ouais. on est l'été, il y a des taches sur les feuilles de tomates. En général, c'est du mildiou. Ouais, effectivement, en général, c'est du mildiou. Bon. Des petites Mais taches est-ce que marron. c'en est vraiment? Bah, écoute, alors on va regarder un truc. Je crois que tu m'as préparé un super document sur les maladies des feuilles de tomates. Alors attends. Du coup, on va l'ouvrir peut-être, hein. On va ouvrir ce document-là et on va regarder ce. Voilà, j'ai plein de fichiers devant moi. Voilà, il est où? Voilà. Ah, Euh, du coup, Ce qu'on va vous proposer, c'est un petit peu quand on mène une enquête, on va vous proposer une revue de suspects. il est là, pardon, je ne l'ai pas vu dans mon fichier. Voilà, tout va bien. Voilà, le revue de suspect. Alors, ce que je vais faire aussi, attends, avant de vous partager l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le lien vers les fichiers, comme ça vous pouvez les ouvrir sur votre ordinateur. Et si vous avez envie de les regarder, de revenir dessus, parce que là, je vous l'ai affiché brièvement, mais vous allez pouvoir revenir dessus. Donc, je vous mets dans le chat. Voilà, donc là, je vais vous inviter à nous réserver le chat. Voilà. Voilà, c'est nous que je vais vous mettre des liens dans le chat de temps en temps. Donc là, vous pouvez télécharger la toute première photo. Et là, je vais vous mettre donc le lien vers le fichier que je vais vous partager dans un instant. Comme ça, vous pourrez l'avoir sous les yeux. Et ça va servir aussi, ça va sûrement vous servir quand vous allez. Alors pourquoi il n'y a que Baudouin qui l'a reçu? Alors ça ne va pas du tout. Tu Non. l'as envoyé à tout le monde? Voilà, alors. Je recommence. Vas-y. Pendant ce temps, Voilà. je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste. En protection des végétaux, ce qu'on fait en premier lieu quand on suspecte qu'il y a une maladie, ou quoi que ce soit, mais on va dire une maladie déjà, c'est qu'on utilise des clés de détermination. Donc, on essaie de décrire le plus précisément possible ce que l'on voit, hein, les symptômes de ce que l'on voit, et on va affiner la détermination avec ces descriptions. Donc, là, j'ai pas su numéroter mes photos, mais elles vont de gauche à droite, de haut en bas. Donc 1, Et 2, 3, 4, 5, 6. voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc vous Et pouvez ouvrir le document, vous pouvez télécharger le document, il faut l'ouvrir, voilà, que ce soit plus confortable. Voilà, on va le regarder ensemble, mais vous pouvez aussi l'ouvrir sur votre ordinateur, c'est peut-être plus confortable, hein. Et donc, on a vu la photo tout à l'heure des taches qu'il y avait chez René sur ces tomates, et on va essayer de voir ce qui pourrait correspondre. Donc, Gilles, si tu peux redescendre le... Voilà. Alors là, il y a des tâches, là, tiens. Oui, Là il aussi, y a il y a des des, là taches aussi, il y a des partout. tâches, hein, voilà, Hein, voilà, je vous ai des tâches. pris justement des photos Là de aussi, il y a des tâches. que l'on Elles peut sont, voir dans les jardins elles sont pas de la éventuellement. même couleur. Elles sont pas de la même couleur. Et là aussi, Non, il y a pas des de la tâches. même couleur. Voilà, il y a des taches un peu, ouais, un peu jaunes, là, des taches plutôt grises, là plutôt blanches, là plutôt noires, plutôt marron, là aussi marron, encerclé de jaune, ok. Et concentrique. Je ne sais pas si on voit pas forcément très bien, mais c'est un peu concentrique. Ici, ouais, sur le jaune, ouais, effectivement, ouais. Voilà. Alors Gilles, est-ce que tu te souviens à quoi ressemblaient les taches qu'il y avait sur les feuilles de chez René? Bon, ben, je vais reprendre la photo, hein. Non, vous pouvez la reprendre dans votre. Alors, moi, je vois des taches qui sont vraiment nettes, marron, avec vraiment un liseré, enfin, presque délimité comme un liseré marron plus foncé, quasiment noir autour de la tache. Est-ce qu'elles étaient Voilà ce que je petites ou vois. elles étaient grandes? Elles sont plutôt étendues. En tout cas, si on compare par rapport à ce qu'il y a ici, par exemple, c'est plutôt étendu. On est plutôt dans ce genre de taille, quoi. D'accord, Voilà, ou ce genre, ouais, ben, un peu plus gros que ça. Voilà, plutôt dans ce genre de taille, ouais. d'accord. Donc je te propose qu'on va reprendre les indices. Alors j'espère que vous avez tous un crayon et un papier pour voir à votre avis ce que ça peut être. Donc est-ce que tu peux redescendre? Alors, oui, bien sûr. Tu veux voir le texte? Ouais. Alors, imaginez, hein, vous êtes en plein été, vous regardez vos tomates, vous suspectez du mildiou.
Et donc, vous regardez à quoi ressemblent les taches. Est-ce que ce sont des taches claires sur la face supérieure de la feuille, avec sous le dessous de la feuille un petit feutrage olivâtre, verdâtre. Je mets la photo. Voilà, c'est cette photo, c'est le suspect numéro 1. Suspect numéro 1. Le suspect numéro 2 est à côté. Ici, Et là. le suspect numéro 2, ce sont des taches qui sont marron sur le dessus, qui sont plutôt diffuses, un petit peu comme le 1. Le 1, vous voyez, c'est un petit peu diffus, c'est pas très cerné. Le 2, c'est pareil, c'est des taches qui sont plus vastes, qui sont marron grisâtres. Et si on regardait sous le dessous de la feuille, on s'apercevrait qu'il y a également un petit feutrage, donc une petite poussière un petit peu grise. Suspect numéro 2. Suspect numéro 3, au milieu. Donc là, vous voyez, là c'est très clairement différent de tous les autres. Le suspect numéro 3 provoque des petites taches blanc poudreuses qui pourront après s'élargir, mais qui sont quand même assez nettes, comme si on avait ponctué comme ça de petites taches blanchâtres. À mon avis, il y a un gamin qui est passé là avec un espèce de... Comment on appelle ça, les trucs là qu'on souffle dedans, là, l'aérographe là, qui a mis la peinture blanche dessus, non? C'est pas ça? Peut-être. Ouais, Peut-être. ça C'est fait un ressembler caca à ça. Hein. d'oiseau, je ne sais pas. Ouais. Ou un Non, caca d'oiseau. Ouais. en l'occurrence, c'est bien une maladie. Ah. C'est bien une maladie et c'est bien la numéro 3. La numéro 4. La numéro 4, ce sont des petites taches brunes qui sont entourées d'un halo jaune. Mais elles sont bien nettes, elles sont petites, bien nettes, nécrosées, parce que le tissu est mort, donc noir, avec cette espèce de halo jaune. Voilà, donc ça c'est le suspect numéro 4. Suspect numéro 5, là ce sont des taches, petites taches, qui sont bien délimitées, hein, qui ne s'étendent pas, elles ne sont pas diffuses comme les premières. Et voilà, elles sont bien cerclées. Elles sont bien cerclées, il n'y a pas vraiment de halo. Elles sont assez claires et nettes. C'est le suspect numéro 5. Dernier suspect, lui, il est un petit peu particulier. Le plan est un petit peu plus gros pour qu'on voit bien. Là, ce sont aussi des taches qui sont noires, brunes foncées, qui sont bien délimitées, qui sont arrondies. Et quand on les observe, en fait, on s'aperçoit que ça fait des cercles concentriques à l'intérieur. Et quand on observe vraiment de plus près encore, au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a des petits points noirs sur le dessus de la feuille. Suspect numéro 6. Il y a le coupable qui attaque les feuilles des tomates de chez René. Mais lequel est-ce? Alors, pardon, juste une petite question technique. Il y a deux personnes qui m'ont fait remarquer qu'il n'y a pas accès aux documents. Alors, voilà, j'ai corrigé, j'ai mis effectivement, il y avait été en accès limité, effectivement. Voilà, donc du coup, j'ai corrigé, j'ai mis les documents accessibles à toutes les personnes disposant le lien. Donc, normalement, là, maintenant, vous pouvez cliquer dessus et les télécharger. Désolé pour ce petit bug technique. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir sous vos yeux donc tout ce que vient de dire Guylaine, voilà, les 6 photos avec les légendes et puis la photo de la maladie qu'on a identifiée chez René. Alors, je vais peut-être revenir arrêter le partage d'écran. Voilà, donc normalement vous devriez pouvoir. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont dit voilà. Est-ce que c'est bon là du coup? Est-ce que vous pouvez me dire ok, ça marche? Ok, Aline nous dit que ça marche, voilà, qui venait nous dire que ça marchait pas. Ok, donc a priori ce devrait être bon. Donc voilà, donc je vous invite à regarder le document. Alors. Donc là, on a nous, ce qu'on avait, c'est des petites taches marron en contour bien délimitées. Donc, laquelle est-ce parmi ces maladies-là? Mais ces maladies-là, c'est quoi d'ailleurs ces maladies qu'on a, ces 6 maladies que tu nous as décrites? On n'a pas le nom? On va le découvrir, mais est-ce le midou? Mais je crois que c'est là où tu vas interroger nos enquêteurs en herbe. Alors,
je vais effectivement faire un petit quiz, mais tu veux pas dire quel nom correspondent les différentes maladies là? Quel nom des différentes maladies que l'on a là? Non, en fait, À quelle photo, d'accord. À quelle photo, d'accord. à quelle description correspond le plus à votre avis ce que l'on observe chez René? Ok. Euh, Donc, il y a Jessica qui demande. Gilles va nous donner un quiz qui va nous permettre de répondre. Et on va voir Euh, justement ok, mais sur le quiz, non, j'ai le nom des photos, j'ai pas le numéro, hein. Sur le quiz, j'ai juste le nom des maladies. Ah mince. Et oui, Mais tu les as mis dans l'ordre. Tu les as mis dans l'ordre. je les ai mis dans Oui, on l'ordre. les a fait ensemble, tu les as mis dans D'accord, ok, l'ordre. ils étaient dans l'ordre. Ok, ok, d'accord. Ok, c'est toi qui me les as dictés, je les ai effectivement laissés dans l'ordre. Donc, ils sont Dans dans l'ordre l'ordre. de l'ordre. Ok, alors dans ce cas, je vais vous partager. Alors voilà, j'espère que ça va, cette fois-ci, le partage va bien se passer. Je vais vous partager un petit questionnaire. Voilà, normalement, faire envoyer, ça devrait marcher. Voilà, je fais ça, copier. Voilà, je vous mets le lien. Voilà, donc ils sont dans l'ordre. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, une photo du dégât de chez Néné. Oui, je l'ai mise. Hein, le tout premier, je vous ai mis 2 liens. Je vous le remets si vous voulez. Hein. Je vous le remets. Tu peux peut-être l'afficher. Tu peux peut-être l'afficher. Ah, ou je vais la rafficher. Je Je pense le que ça remets le lien. sera Alors, plus simple. je vous ai mis un lien en forme.gle, donc je vous invite à le. Alors, mais pourquoi ça part toujours pour une seule personne? Je ne comprends pas. Par défaut, ça part à la dernière personne. Alors voilà, donc je remets pour tout le monde le formulaire, voilà. Et je remets aussi pour tout le monde voilà, la photo, puisque certains me l'ont redemandé. Voilà. Et donc, je peux effectivement repartager la photo de repartager la photo. Ici, elle est là. Alors, clac, clac. Voilà. Donc là, a priori, vous avez à l'écran la photo de chez René. Et je vous ai envoyé donc le formulaire. Donc voilà, je vois qu'il y a déjà une réponse qui est arrivée. Donc voilà, je vous invite à répondre. Il y a quelqu'un qui a répondu, donc la 5, qui a répondu, voilà, une deuxième personne. Pour l'instant, ok. Alors allez-y, répondez ce que vous pensez que c'est en fonction de ces descriptions. Pour l'instant, j'ai que 2 réponses. Et nous sommes combien? Nous sommes beaucoup, beaucoup plus, nous sommes quasiment 40. Donc, il y en a beaucoup qui sont sans avis. 3 réponses, ok. Alors, j'ai un message, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, mais non, alors, je vous demande pas dans le chat, sinon on va pas y arriver. Je vous invite à aller, voilà, à venir cliquer là. Vous cliquez sur le lien. Là, je vous ai mis un lien qui commence par form.gle. Hein, c'est un Google Form. Hein, donc, vous cliquez dessus et puis vous répondez dessus et vous faites envoyer. Ah, Marie-Laurence dit que c'est pas possible d'ouvrir. C'est pas possible d'ouvrir? Ah bon? Sécurisé? Le form.gle. Attends, je le remets, c'est bizarre. Normalement, c'est un lien public par défaut, ça. Ou est-ce qu'il faut avoir un compte? Normalement, non. Hein, normalement, on n'est Non. pas. Pour ça, normalement, on n'est pas du tout censé devoir avoir un compte Google pour ça. Attends, je vais remettre dans la conversation ici. Sur la première ligne, voilà, je vous remets le lien. Voilà, je vous remets le lien. Cliquez sur la première ligne, nous dit Nathalie. Ah oui, Nathalie essaie d'indiquer à Marie-Laurence comment faire. Voilà. Donc, a priori, effectivement, c'est ça. En tout cas, je vois qu'il y a 7 personnes qui ont répondu. Alors, il y a plusieurs réponses pour l'instant. Ah voilà, je vois qu'il y a plusieurs réponses qui arrivent. Là, j'en ai 9, 10, 12. Ah. Et il y a un suspect qui arrive en tête. Ah, pour l'instant, c'est très partagé. Hein. Très, Ah, très partagé. Il y en a un qui est légèrement en tête. Il y a 14 réponses. Il y en a un pour lequel j'ai 6 réponses. Il y en a un qui domine pour l'instant. Mais je ne dis pas lequel, sinon je vais influer les réponses. Hein. Il y en a un deuxième qui est à 5. Moi, j'ai 15 réponses, 16 réponses. Voilà. Bon, on va essayer d'aller au moins jusqu'à 20 réponses. Et puis, on va 17. Ah, ils sont pas mauvais quand même, hein, nos enquêteurs, là, nos aides-enquêteurs. Hein. 18. Allez, encore 2 réponses. Et puis, 19.
prochaine réponse, voilà, je vais arrêter le partage d'écran ici. Tiens, comme ça, je vais mettre en partage d'écran les résultats là. Comme ça, vous allez pouvoir voir les résultats qui sortent là du sondage. Voilà, on a 19 réponses. Donc, l'alternariose arrive nettement en tête avec 36,8%. Les taches nécrotiques en deuxième position avec 26,3%. Le mildiou avec 21,1%. Et l'oïdium avec 15,8. Par contre, tout le monde a éliminé la cladosporiose, avec ces taches jaunes, là, ça n'a inspiré personne, ça se comprend. Et personne n'a voté pour la moucheture non plus. Effectivement, c'est des toutes petites taches effectivement, qui n'avaient pas l'air de correspondre. Donc alors, alternariose, tache nécrotique, mildiou, oïdium. Guylaine, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est dans le podium. Est-ce que Voilà. tu peux nous réafficher les fameux suspects? Les fameux suspects. Alors, je vais réafficher les fameux suspects. Ils sont là. Les fameux suspects. Toum. Suspects ici. Voilà. Les suspects, ils sont là. Alors, donc lui apparemment, personne n'en veut. Oui. Lui, on a dit que c'était le mildiou. Il y a quelques personnes. Il arrive en troisième position. Lui, personne. Attendez, c'est lequel, le 4. Attendez, c'était que je me perde pas. Le 3, pardon, l'oïdium. L'oïdium, il y a 3 personnes qui ont voté pour l'oïdium. Là, la moucheture, donc là, personne n'en veut. La moucheture, c'est. Voilà. Les taches nécrotiques ont bien inspiré quand même, puisqu'on a quand même arrivé en deuxième position, 5 réponses. Et puis l'alternariose, quand même plutôt plébiscité avec 7 réponses. Donc, c'est de l'alternariose, c'est ça, Guylaine? Oui, c'est de l'alternariose. Est-ce qu'il y a un fervent défenseur de l'alternariose qui veut expliquer pourquoi il a choisi l'alternariose? N'ayez pas peur. Ah oui, pardon, c'est moi qu'il faut que j'active le micro, alors attention. Je ne sais plus si on peut toujours lever la main. Attendez, je vais arrêter le partage d'écran pour voir un peu si quelqu'un veut prendre la parole ou pas. Je ne sais pas qui a voté quoi, par contre. Je sais que quelqu'un a voté, mais je ne sais pas qui a voté quoi. Non, je vois personne qui se manifeste pour l'instant. Oh, c'est pas grave. On va le reprendre. On va le reprendre. Donc, tu nous rappelles, tu veux bien excuse-moi, tu veux bien. Je vais remettre l'image. Je vais remettre l'image, bien sûr. L'image. Si tu te souviens, si vous vous rappelez bien, donc chez René, ce que l'on observe sont des petites taches marron, bien délimitées. Donc, on écarte l'oïdium, qui sont des taches blanches poudreuses. Donc, ça, on l'écarte. Donc, il en reste. Voilà, ça, c'était le deuxième. Celui qui arrivait en deuxième position, je crois que c'était le mildiou. Le troisième, le mildiou. Lui, c'était le quatrième. Le troisième, c'est le mildiou. Le mildiou. Vous voyez que là, on a des larges taches diffuses qui sont grisâtres, un petit peu duveteuses. Donc, ça ne correspond pas à nos petites taches sèches marron. Et donc, celui qui a été plébiscité, qui arrivait en premier, et donc effectivement l'alternariose, donc le 6e. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que ce n'est pas marron, c'est plutôt noir. Et je ne sais pas si vous voyez les petits cercles concentriques au milieu. Vous voyez, c'est bien rond, c'est concentrique. Voilà. En fait, en réalité... On peut zoomer dessus un peu. Voilà. Je ne sais pas si on va arriver à bien voir. Les voilà. Ah oui, là, on voit mieux, effectivement. On voit qu'il y a des cercles concentriques, effectivement. Voilà. Et puis, quand la maladie est un petit peu plus avancée, vraiment au centre de ces taches, vous verrez des petits points noirs qui sont des pycnides, qui sont les petits organes de reproduction qui vont libérer les spores du champignon. D'accord. Mais ce n'est pas ce qu'on a chez René. Nous, on a plutôt des taches marron qui ne sont pas spécialement rondes et où il n'y a rien de concentrique. Donc, le bon suspect est effectivement le 5e, les taches nécrotiques. C'est donc lui. Ouais, il y en a quand même au moins 5 qui avaient trouvé quand même. C'est des taches nécrotiques. Et donc ça, c'est quoi? C'est un champignon, ça, qui fait ça? Ben non, justement. Non, justement. Toutes les autres, c'était bien des champignons, la cladosporiose, l'oïdium, le mildiou. Mais là, chez René, d'abord, vous avez vu,
c'est pas du mildiou. Mais ce qu'on a en fait, ces fameuses taches nécrotiques sont un petit peu mystérieuses. Hein, ce sont des taches qui apparaissent parfois comme ça. C'est physiologique, c'est-à-dire que c'est une réaction de la plante. C'est une réaction de la plante et elles sont très très mystérieuses. Chez les maraîchers, on s'aperçoit que quand elles apparaissent dans un endroit, elles apparaissent partout en France et elles disparaissent tout en même temps. Même C'est dans le un peu Massif central. mystérieux, Même dans le Massif central. même dans le Massif Oh. central. Depuis que tu viens en Haute-Loire, le Massif central, ça devient quasi un Mais personnage. c'est génial, moi, je trouve que c'est fabuleux de cultiver dans le Massif central, il y a de l'eau, c'est génial. Moi, je viens d'Ardèche, aride méditerranéenne. Avant, enfin, voilà, il pleuvait jamais. Voilà, c'est génial. Voilà. Donc, bon, voilà. En fait, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Enfin, quand même, enfin, d'habitude, quand on voit des taches marron comme ça l'été, on pense mildiou quand même. Et on Bah, pense mildiou. j'ai quand même envie de regarder d'autres photos du mildiou quand même pour en avoir le cœur net. Parce que moi, j'ai quand même, voilà, Vas-y. ouais, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Quand même, regardons bien à quoi Alors, ressemble le je vais mildiou. regarder ça. Alors, attends, on va regarder des photos de mildiou de plus près. Alors, on va faire un partage d'écran, encore une fois. Tam, tam. Voilà, ça, c'est des photos de mildiou, ça. Voilà, c'est... Alors... Voilà. Donc là, on reconnaît les taches grisâtres, diffuses, comme ça, qui ne sont pas vraiment cernées. Ah, Et, effectivement, elles sont pas très nettes, effectivement, les taches de mildiou, hein, en effet. et surtout, Elles sont beaucoup moins nettes. Hein. surtout, quand vous regardez quelque chose, quand vous détectez une maladie chez le médecin, vous ne vous contentez pas de un symptôme. Vous n'allez pas dire j'ai des boutons. Le médecin va vous demander est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que ces boutons sont en plaques, est-ce que vous les avez sur tout le corps, etc. Ben, les maladies des plantes, c'est un petit peu pareil. Non seulement il y a des taches sur les feuilles, mais il y a également des taches, des gaines comme ça, un petit peu noires, qui vont encercler les pétioles et les tiges. D'accord, donc les pétioles, c'est ici un peu la Voilà, racine des feuilles ici. la tache des feuilles. La tache Alors des feuilles, qu'effectivement, tout à l'heure, on n'avait pas ça, c'était uniquement sur la feuille. Ok. uniquement sur la feuille. Et Alors, ça va faire des gaines autour des tiges aussi, des grosses tiges principales de la tomate. je vois qu'il y a Ça va... Jessica qui nous dit aussi un truc tout à fait pertinent, c'est Ouais. qu'il fait sec là. Et il fait sec. Justement, quand on veut lutter contre un ennemi, il faut connaître son mode de vie. Le mildiou est un champignon qui a besoin de gouttes d'eau pour pouvoir contaminer les plantes. C'est-à-dire qu'il lui faut sur la plante une gouttelette d'eau. C'est ce qui va lui permettre de germer. Le spore, c'est une petite graine, hein, ça va germer, ça va pénétrer dans la feuille. S'il n'y a pas de goutte d'eau, si c'est entièrement sec, il n'y a pas de risque de contamination. Par ailleurs, le mildiou, c'est un champignon qui aime la chaleur, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on estime qu'à 26 degrés, 30, c'est ce que nous disait René, hein, ça fait 15 jours qu'il fait 30 degrés, il n'y a aucun risque de mildiou. Parce que ces hautes températures vont désactiver le mildiou. Donc, on a eu souvent des étés secs et chauds, et toutes les conditions étaient réunies pour que nous n'ayons pas de mildiou. Ce qui n'a pas empêché les tomates d'avoir des taches. Mais oui. Mais ce n'est pas du mildiou. Bon, Mais moi, par ailleurs, à dire quand même... Quand j'étais en Ardèche, il faisait 40 degrés, j'avais du mildiou plein de tomates pourtant. C'est vrai que c'est étrange. Tu avais ça, que tu observes. Voilà, j'avais ces jolies taches nécrotiques. Non, tu avais des taches nécrotiques, tu n'avais pas de mildiou quand même. Et oui, j'avais pas de mildiou, forcément. Est-ce que tu peux montrer les photos suivantes? Alors, voilà, pardon, ça y est, elles sont passées. Voilà. Voilà, là on le voit, c'est la même photo que tout à l'heure, on voit de plus près, hein, vous voyez, donc ces espèces de taches comme ça là, qui font des grandes plages. Hein. Ça fait des grandes plages, et c'est foudroyant le mildiou. Une fois que le mildiou est dans la plante, en général, c'est fichu. La plante, je pense que c'est la photo d'après. Ouais. Là, voilà, la plante va très très rapidement paraître complètement grillée. Et très très malheureusement, il n'y a aucun traitement curatif du mildiou. Les traitements qui existent efficaces, c'est les traitements à base de cuivre, hein, qu'on n'aime pas en général, le cuivre, mais ils ne sont que préventifs.
Donc, si on ne traite pas au bon moment, bah, c'est raté. Donc, le mildiou est une vraie plaie. Il n'y a pas beaucoup de grands ennemis dans le jardin amateur. Mais le mildiou en fait partie, c'est vraiment une plaie. C'est un champignon qui a muté. Nous avons des nouvelles souches qui sont apparues et qui sont plus virulentes que les autres, etc. Dernier D'ailleurs, c'est point. plus vraiment un champignon, d'ailleurs. Ah, Ah ouais, ça, voilà, ça c'est mon côté non, biologique. parce qu'en fait, vas-y, explique-nous. Non, On le connaissait autrefois comme champignon et on a découvert que c'est. Et en fait, ce n'est pas du tout un champignon. En fait, les champignons sont beaucoup plus proches de nous que ne le sont du mildiou. Le mildiou, il me semble qu'il a de la cellule, de la cellulose, d'ailleurs un peu comme les plantes, même s'il n'est pas du tout une plante non plus. Mais il est en fait beaucoup plus proche des diatomées ou des algues brunes, en fait, comme des laminaires ou des fucus vésiculeux qu'il ne l'est des champignons. En fait, il n'est pas du tout aujourd'hui considéré comme un champignon. Mais bon, on va quand même, en protection des végétaux, le considérer comme tel parce que son mode de fonctionnement, on va l'appréhender de la même façon. Dernier point, on parle toujours du mildiou, mais il existe plein de mildiou. Il y a le mildiou des laitues, n'est pas le même que le mildiou des cucurbitacées, qui n'est pas le même que celui du poivron, ou qui n'est pas le même que, voilà. C'est-à-dire que même le mildiou du poivron n'est pas le même que celui de la tomate. Et le mildiou de la tomate a deux sortes de mildiou. Un mildiou qui va attaquer le très jeune plant et un autre qui va attaquer celui-ci et qui a le doux nom de Phytophthora infestans. Et en général, chaque plante a son mildiou, on va dire, avec une petite exception pour celui de la tomate. Normalement, je pense que je ne sais pas si tu n'as pas une autre photo. Il y en a une autre? Après, je ne sais pas. Peut-être que je ne l'ai pas mise, je ne sais pas. Ah. Non, tu n'en as pas d'autres. Pourquoi ça ne veut pas passer? Alors, attends, pourquoi elle ne passe pas les photos? Non, j'en ai pas d'autres. T'en as pas d'autres, c'est pas grave. Je pensais vous l'avoir mise. La tomate, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez au centre là de la photo, on voit bien la tige entièrement brune là. Une section de tige, vraiment, ici, voilà, exactement ici. Ça, c'est vraiment typique du mildiou. On a l'impression que la plante a été brûlée en fait. Elle brûle comme ça. Oui, alors malheureusement, Phytophthora infestans, quand on en a sur tomate, et bien malheureusement, ce même champignon attaque aussi les pommes de terre. Donc, quand on commence à avoir des taches de mildiou sur les tomates, il faut se méfier pour les pommes de terre également. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire à René, c'est qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. En fait, il a des taches nécrotiques qui sont pas une maladie, mais un symptôme physiologique de la plante et qui n'est pas grave. J'ai oublié de dire, c'est ça qui est très important, ça ne va pas affecter la plante. Ok. Donc finalement, c'est pas si dramatique que ça. C'est pas dramatique. Mais alors après, bon, René nous a donné un paquet de symptômes. Il a encore autre chose sur des tiges. Il nous a parlé de petites verrues sur les tiges, je crois. Effectivement, il y avait un truc sur des tiges. Alors, du coup, attends, il faut que je retrouve la photo. Non, alors, est-ce que je l'ai ici? Pendant que tu cherches, je réponds à Aline. Non, ils ne peuvent pas se contaminer entre espèces parce que vraiment chaque plante va avoir son oïdium, son mildiou. Par exemple, ça va être, je ne l'ai pas, mais Brémia chez la laitue. Ça va être des noms différents, ça va être vraiment des champignons complètement différents. Aussi différents, enfin, je continue à dire champignons. Oui, mais bon, je crois que c'est Oomycète, il me semble, le vrai nom de la catégorie du mildiou. Non, ça va être, je vous dis un peu n'importe quoi, c'est pas ça, mais Phytophthora capsicum pour le mildiou du poivron, Phytophthora infestans pour celui de la tomate, Brémia lactuca pour la laitue. Et à chaque fois, ce sont des individus aussi différents entre eux que peut être une girole et une chanterelle ou une trompette de la mort. Chacun a sa maladie qui est vraiment spécifique et qui n'ira pas ailleurs. Donc, quand on en a, il n'y a pas de crainte à avoir. Enfin, pas forcément.
pas forcément. Il y a quand Alors, même des maladies phytophages, mais alors c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être on va garder les questions pour la fin, peut-être. Parce que je vois qu'il un y a... petit peu pour la fin. Ouais, Mais ouais. Alors moi, je vais répondre tu juste veux pendant que répondre? tu Vas-y, vas-y. affiches la photo. Vas-y, répondre. Il y a quelques questions sur le bicarbonate de potassium, Euh, effectivement, ou des graines, effectivement. quand on est au stade de la récupération des graines de tomates et que les plants de tomates ont eu du mildiou, en général, elles sont pas. Le fruit est attaqué lui-même. Il est attaqué vert, il est attaqué quand il est mûr, et personne n'aurait l'idée de récupérer les graines d'une tomate qui est atteinte de mildiou. Après, je ne crois pas que ça se transmette par les graines. Je ne pense pas. C'est pas comme ça que le mildiou hiverne. Le mildiou, il hiverne dans le sol et dans les débris végétaux. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Mais À personne ma ne connaissance récupère non des plus. graines de À ma tomates connaissance non malades. plus. Il y a des personnes qui posent des questions sur le savon noir, le bicarbonate de soude de potassium. Ce que je vous propose, c'est que René Ouais, n'a pas de problème de mildiou. ouais. Mais on reconsacrera très certainement une vidéo pour ce mildiou, parce que le mildiou, c'est l'ennemi numéro un, c'est la maladie numéro un du potager. Mais ce n'est pas le problème de René. Il n'en a pas. On vient de voir passer ton. Est-ce que tu arrives à trouver la photo Oui, de la racine? je l'ai retrouvé la photo. Oui, oui. Tac. Voilà. Des petites verrues. Des petites Alors, je ne verrues sais le pas long de si la certains tige. d'entre vous ont observé cela des fois. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un insecte qui était venu piquer, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas. Ah, c'est un petit peu bizarre, bizarre, Mm. oui. Alors là, c'est vraiment Ouais. du gros plan, hein, et bon, je précise que ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément au bas, au pied de la tomate, hein. C'est vraiment des choses que l'on voit apparaître comme ça dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles, à ton avis? Je sais pas, C'est une je maladie? dirais, ouais, moi je dirais que c'est un puceron, un machin, une cochenille, un machin qui est venu piquer, qui a une réaction, hein, un truc comme ça. Bon, alors là, c'est Ouais, gros plan, hein. Si tu vois, c'est quand même tout petit. ouais. Et si tu grattes, tu enlèves de la peau. Donc, on voit que c'est pas un insecte, c'est pas Ah une ouais, petite cochenille, hein. C'est pas d'accord. une petite cochenille. Ces petites excroissances-là, Ouais. en fait, ce sont des Alors attends, il y a racines. quelqu'un qui nous dit quelque chose. Oups. Ah, non, j'arrive pas à voir en même temps. Alors, oui, Marie-Laurence, futures racines. Alors, oui, oui et non. Mais oui, 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 ce sont des ébauches de racines. Hein, mais pas futures dans le sens où jamais elles se développeront, hein. Et d'ailleurs, elles ne sont pas au pied, hein. Elles peuvent être vraiment au milieu de la plante. Mais ce sont des ébauches de racines qui peuvent être plus ou moins grandes, mais qui seront jamais, jamais de vraies racines. Donc, Bah, il n'est pas question de couper, par exemple, une tige et de la mettre dans le sol. Ce n'est pas la question. il y a des personnes qui disent que c'est lié aussi à un excès d'arrosage de l'apparition de ces pustules. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, je crois que tu as mené l'enquête avec René, que tu lui as Ouais, posé des questions. effectivement. Alors René, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Trop d'arrosage? Ah bien non, au contraire, depuis que je suis en permaculture, j'arrose très peu, pas plus d'une fois par semaine. En plus, j'ai bien paillé le sol pour lui garder sa fraîcheur. Alors plus besoin d'arroser comme je le faisais avant. Donc en fait, il arrose quasiment pas, hein. Il arrose pas beaucoup, une fois par Mm. semaine, et on rappelle que ça fait 15 jours qu'il fait 30 degrés, qu'il n'a pas d'eau et qu'il fait sec. Mm. Donc, dans tous les cas de figure, ça ne pourra pas être un excès d'humidité Ouais, ou d'arrosage, effectivement. Moi, clairement non. Mm. hein, parce qu'il fait sec. Clairement non. Donc, ces petites racines aériennes, en fait, pareil, hein, ce n'est absolument pas grave. C'est physiologique, de nouveau, hein, donc pas de maladie, rien sur lequel on puisse intervenir, ça n'a pas de gravité. C'est simplement que c'est un marqueur, par contre, en revanche. En fait, c'est un petit message que nous envoie la tomate. Vous allez voir que la tomate est une plante très, très réactive. Et en l'occurrence, c'est un marqueur d'un stress. Mm. Alors, ça peut être causé par beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être causé par une maladie, hein, qui s'appelle la maladie de la moelle noire de la tomate. Ça peut être provoqué aussi par un insecte, des nématodes ou des choses qui endommageraient le système racinaire de la tomate, ou pas.
ou ça peut être un stress hydrique, un stress thermique, euh, un problème, un problème. Voilà, quand on voit ça chez la tomate, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas parce que ça ne va pas lui faire de mal, mais on se dit, ah, ben, la tomate, il y a un truc qui ne va pas quand même. Voilà. Oui, il faudrait quand même vérifier que ce soit pas une attaque de nématode ou une attaque effectivement On de. attaque de nématode, mais on le verra d'autres symptômes. Vous Ouais. vous rappelez ce Oui, que je vous ai dit, bien quand vous sûr. allez chez le docteur, vous ne lui dites pas j'ai mal à la tête, point. Qu'est-ce que c'est? Oh, si, si, c'est ce que je fais, si, si. Ça ne m'étonne pas. Et ne bouge pas. Tu prends une infusion, et puis voilà. Voilà. Non, mais on essaie de déterminer. Donc, si c'était une nématode, enfin des nématodes, si c'était donc qui attaque les racines, qui fait des nodosités sur les racines de la tomate, ça se repérerait à d'autres symptômes. La maladie de la moelle noire, on verrait apparaître des chancres. Si on coupait la tige, on s'apercevrait que la moelle est noire à l'intérieur, d'où le nom de la maladie. En l'occurrence, on n'a pas conseillé à René de chercher, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est juste que la tomate nous dit, voilà. Mais ceci dit, regardons tous les symptômes. Regardons tous les symptômes. Okay. Donc, il y a d'autres symptômes sur les feuilles. Effectivement, il y avait un truc sur les feuilles là, donc je vais sortir la photo des feuilles là, voilà. Alors là, c'est un peu, c'est quand même un peu inquiétant. Ça donne l'impression qu'elle est en train, je sais pas. Ouais, ça s'enroule quoi, ça s'enroule. Ouais, elle n'a pas l'air en forme cette tomate là, non? Non, elle fait un peu la tête. Hein. Alors celle-là, elle n'a pas les taches comme l'autre quand même, mais bon. Non, elle n'est pas tachée. Elle n'est pas tachée, mais bon, il y a ce côté des feuilles qui s'enroulent sur elles-mêmes, qui se crispent un peu, qui donne le sentiment aussi d'être un petit peu cassant. Un petit peu cassant. Et là, on voit bien que le sol est paillé. Oui, en effet, oui. On voit bien que le sol est bien paillé. Alors, manque d'eau, nous disent certains auditeurs. Soif. Bah, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas une maladie. Hein. Effectivement, en général, vous êtes plusieurs à le dire, stress hydrique, soif. Oui, ça peut effectivement être ça. Alors, ce n'est pas forcément de la soif. C'est parfois un arrosage qui est trop irrégulier. Hein, ça veut dire que des fois on arrose, mais peut-être qu'on laisse passer beaucoup de temps et qu'on arrose tout d'un coup. On a arrosé beaucoup, donc on ne s'inquiète pas. Et parfois, c'est simplement que c'est trop irrégulier, que la tomate va réclamer un arrosage suivi. C'est-à-dire peut-être moins, mais beaucoup plus régulièrement en fonction du temps qui le fait. Je vois Gino qui nous dit que la cœur de bœuf, je le fais souvent. Oui, en plus, la tomate, les symptômes dépendent pas mal des variétés. Hein, certaines sont plus ou moins sensibles à certaines attaques, ce qu'on va voir juste après. Donc, moi, je profite de cette photo pour dire que vraiment la tomate nous parle. La tomate est une grande communicante. Dès qu'elle a un peu de travers, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, elle a des tas de symptômes qui nous montrent que ça ne va pas. Par exemple, des fois, vous avez peut-être constaté chez vous, au début, quand on vient juste de les planter, des fois, il fait un peu frais la nuit. Un petit peu de fraîcheur et poum, on va avoir les feuilles qui vont se colorer de violet, qui vont être plus petites, qui vont se crisper un petit peu, qui vont se colorer de violet, ou alors il va y avoir des taches jaunes ou des choses comme ça. C'est pas forcément des maladies, c'est juste que la plante nous dit bah il y a un truc qui va pas quoi, j'ai une petite carence, j'ai un peu froid, ou j'ai trop chaud, j'ai trop soif, t'as trop arrosé d'un coup, des choses comme ça. C'est physiologique. De nouveau, c'est pas une maladie et ce n'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. C'est juste donc, il n'y a qu'à arroser plus régulièrement. Voilà. Plutôt que son arrosage une fois par semaine, il faudrait qu'il arrose tous les soirs. Il faut se poser la question, est-ce qu'une fois par... j'ai presque envie de dire, vous rentrez chez vous, vous avez un bouquet de fleurs, vous avez une plante d'intérieur, et puis vous voyez les feuilles qui s'avachissent comme ça. Vous vous dites, ben, elles ont soif.
Donc, il ne faut pas se donner des. Ça ne sert à rien de se dire c'est une fois par semaine, ou c'est une fois tous les 15 jours, ou c'est que à la plantation. Il faut observer les plantes et elles nous manifestent leurs besoins en fait. Faut laisser tomber les recettes, hein, les dogmes, les recettes, on les laisse tomber, on observe les plantes et on apprend à les connaître. Bah là, moi, oui, effectivement, moi, je me dis que la tomate a soif, là, quand même. Elle est bien crispée, elle est quand même bien crispée. Mais plutôt que lui mettre vraiment beaucoup d'eau d'un coup, je vais en mettre peut-être un peu moins, mais renouveler l'opération demain. Et puis le feuillage va revenir. Le feuillage va revenir. Mais après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les feuilles. Là, on a parlé des feuilles, des tiges, mais il y a aussi les fruits là, et là c'est un peu plus embêtant. Il y a une espèce de, je sais pas, de pourriture, je sais pas quoi là, sur les fruits. Ouais. D'autant qu'en plus, il nous disait qu'il avait eu ses premières tomates, qu'elles étaient très belles, et que ça, boum, moche, voilà ce qui arrive. Ça, c'est quand même moche ce truc là. C'est pas joli. Donc là, c'est une pourriture. Je suis sûre que vous l'avez vu. Hein. Je pense que tous ceux qui ont des tomates dans le jardin ont observé ce symptôme qui a un nom très particulier. C'est ça, là c'est vrai qu'on reconnaît ce qu'on appelle le cul noir, quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle le cul noir. C'est le cul noir parce que c'est une pourriture sèche qui atteint l'extrémité du fruit en fait. Et ça peut attaquer également, enfin on peut l'observer en tout cas sur les tomates vertes. Voilà, c'est sec, ça va pas pourrir toute la plante. Si on coupe la partie au-dessus de la pourriture est comestible, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant hein, parce qu'en général, quand il y a un pied qui est touché, bah, les autres aussi le manifestent. Après, là aussi, une sorte de variété. Non, il y a des variétés plus sensibles aussi au cul noir que d'autres aussi. Oui. Okay. Alors là, les variétés ne sont pas égales devant le cul noir. Est-ce que nos enquêteurs en herbe ont une idée de... Apparemment, il y a des idées dans le chat, oui. Alors, apicale, carence de calcium possible, nous dit Charles. Oui. Il y a des idées là, non? Alors, carence de calcium. Nathalie, vous ne l'avez jamais vu, ben, tant mieux pour vous. Bon, d'accord. Manque d'eau, arrosage irrégulier, on arrose au repiquage. Attends, ça va trop vite. On arrose au repiquage, par exemple, au semis jusqu'au stade 3 feuilles, puis on installe le goutte à goutte. Alors, effectivement, là, c'est pour l'arrosage régulier. Quand on a un goutte à goutte. Effectivement, en tout cas, c'est une possibilité pour un arrosage régulier. Hein. Mais Mohamed, c'est un scientifique qui fait ça. Voilà, il a beaucoup de rigueur dans ce Oui, je vois ça. Voilà. Il y a quand même un parcours. Irrégularité des arrosages. Alors, c'est pas Baudouin, c'est pas un coup de soleil. Coup de soleil, c'est vraiment blanc. Hein, ça fait une espèce de... Ça brûle, ça devient blanc. Problème de solubilité du calcium. Donc là, il y a quand même arrosage et calcium qui reviennent de manière très, très régulière. Ok, donc c'est ça. Donc, la nécrose apicale... Tu nous as préparé un quiz. Il y a un quiz pour la solution, là, mais vas-y, tu peux expliquer, pour la solution. Ce que c'est. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on. Donc, le cul noir, hein, communément le cul noir, c'est ce qu'on appelle la nécrose apicale, hein, vous le comprenez bien, mais c'est aussi les conséquences de ce qu'on appelle le stress salin. Le stress salin, en fait, ce qui va provoquer. Ce que vous voyez là, c'est une carence du fruit en calcium. C'est une carence du fruit en calcium qui va provoquer ce symptôme-là. Et maintenant, que peut-on faire pour éviter ça? Est-ce que ça se soigne et que faire? Voilà, je vous mets dans le chat le lien vers le deuxième quiz. Voilà, on va peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà, je vous mets le lien vers le deuxième quiz. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Voilà, donc je vous invite, pareil, à cliquer. Je vois qu'il y a déjà les premières réponses qui apparaissent. Donc voilà, il y a 4 solutions qui sont proposées. Verser du lait, arroser plus régulièrement, amener des coquilles d'œufs brisées, amener de la cendre ou de la chaux. Alors, pour l'instant, les réponses sont très, très partagées. Il y a un peu de tout, je vois.
On a 11 réponses. On en a encore quelques-unes. On a 13 réponses, ça va très vite. 14, 15. 17. Allez, on va montrer 18. Allez, vous pouvez encore répondre. Je vais juste partager les résultats. Ah, et Marie-Laurence n'arrive toujours pas à ouvrir. Ah, mais comment ça? Alors, est-ce que j'ai... Alors, Marie-Laurence, je remets le lien. On n'arrive toujours pas à ouvrir les docs. C'est bizarre, ça. Quand tu cliques sur le lien, ça ne marche pas, Marie-Laurence. Ah, je te vois, Marie-Laurence. Alors, voilà, bon, j'ai 19 réponses. Bon, après, de toute façon, voilà, on peut faire déjà avec ces 19 réponses. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme réponse? Ah ben, on a toutes les réponses qui apparaissent, ou 23. Oh là, ça, voilà. Alors, on a toutes les réponses qui sont apparues. Alors, il y a une personne qui a répondu verser du lait. C'est une des dernières à répondre parce que tout à l'heure, elle n'y était pas juste avant quand j'ai reposté le lien. Donc, verser du lait. Donc, on a. C'est laquelle qui arrive en tête? C'est arroser plus régulièrement qui arrive en tête. 9 réponses. Ouais. Amener des coquilles d'œufs en deuxième. 7 réponses. Et puis, amener de la cendre ou de la chaux. 6 réponses. Et une réponse verser du lait. Alors. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, c'est vrai que c'est une carence des fruits en calcium. Alors déjà, tu parles de carence en calcium, un truc qui m'étonne, c'est que chez mes parents qui habitent en terrain calcaire, dans le Gers, il y a ça. Oui, tout à fait. Ah, on va me dire qu'il y a des carences en calcium. Dans le fruit, Ah, pas dans le alors. sol. Justement, en fait, la plante n'arrive plus à assimiler le calcium. Le calcium est présent dans le sol. Moi, chez moi, c'est très calcaire aussi, très, très, très calcaire, et j'en ai aussi du cul noir. Donc, ça ne sert à rien d'en apporter. Ça ne sert à rien d'apporter de la chaude, de la cendre, des coquilles d'œufs ou du lait. Parce que c'est simplement que la plante, elle est bloquée, quoi. C'est comme quand on est malade, on peut nous apporter des gros gâteaux, là où vraiment des gros trucs à manger, une grosse forêt noire avec de la chantilly et puis de la cerise confite sur le dessus, bah, on va pas la manger parce qu'on n'est pas bien, quoi. On va pas l'assimiler. C'est une irrégularité de l'alimentation en eau de la plante qui va faire qu'elle n'arrive pas à absorber l'eau comme il faut. Et n'absorbant pas l'eau comme il faut, elle n'absorbe pas non plus le calcium qui est déjà présent. Les sols carencés en calcium, ça n'existe quasiment pas dans nos jardins. C'est un constituant très important du sol. Même dans les sols très, très acides, dans les tourbières, mais de toute façon, personne ne cultive des tomates, des légumes dans les tourbières. Non, ça, c'est pas trop, non. C'est pas un problème. Ouais. Donc là, typiquement, le cul noir, c'est un problème. Là encore, hein, c'est une histoire de régularité, effectivement, de l'absorption en eau. Mais c'est pas forcément parce qu'on arrose pas assez ou irrégulièrement. C'est les conditions météo qui ont un énorme stress thermique, hydrique de la plante, qui va faire que brutalement, bah, elle est saisie un petit peu par la situation, par la brutalité des conditions météo, et qui fait que d'un seul coup, bah, elle est un peu comme ça, elle n'arrive plus à absorber et elle fait du cul noir. Bon, on va quand même veiller à ce qu'elle soit le moins stressée possible par la météo, mais ça passe tout seul. Le cul noir passe tout seul. Pour ceux qui en ont eu, vous pouvez le constater. Et à un moment donné, quand on ne fait rien du tout, ça passe seul. Donc, ça ne sert à rien de lui apporter quoi que ce soit. Les purins, les décoctions, ça ne sert à rien du tout. Ça va passer tout seul. Pour l'instant, ce qu'on a vu, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave et il n'y a rien qui va se solutionner en fait tout seul. Ok, donc en fait, voilà, c'est pour l'instant, tout ce qu'on a vu sur la tomate, c'est que des réactions physiologiques. Ouais. Liées en fait aux conditions météo et peut-être aussi au régime d'arrosage, en fait, puisqu'on a vu que ce soit. Que c'est ça.
Les feuilles, c'était une réaction physiologique. Les tiges, c'est aussi une réaction à un stress, on ne sait pas trop lequel, mais bon, on réaction à un stress. On avait quoi, les feuilles enroulées, c'était aussi une réaction physiologique. Et le cul noir, c'est aussi une réaction physiologique. Donc en fait, il n'y a même pas, il y a aucune maladie sur les tomates de René. Là, il n'y a pas de maladie. D'accord. Donc, faut pas, Il n'y pas a de pas de maladie. panique. Pas de panique. Bah non, pas de panique. Pas de Ok, panique. ok. Par contre, il a quand même un problème. Hein. Il nous a expliqué qu'il était Ah envahi de oui, oui, bestioles. il y avait des bestioles. Oh là, puis ça, c'est impressionnant ces trucs-là d'ailleurs. Et puis il y en a plein de différentes en plus, il n'y en a pas Ouais, qu'une. quand on nous a envoyé la photo de l'indice, Il on y a, s'est il y dit, a- il y 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 a plein d'espèces de je sais même pas quoi là, c'est des trucs. Enfin, si j'ai vu un machin comme ça sur mes choux, mais tu veux pas qu'on parle de choux, donc je vais pas en jeu de terre. si Je on sais pas ce parlera que de c'est. tes choux si tu veux un petit peu. Non, C'est non, pas trop. Il était traumatisé par tes choux, Oui, Gilles. oui, moi mes choux, ils se font manger par ça, mais franchement, c'est quoi cette... En plus, il y a plein d'espèces différentes là. Punaise, dit Jessica. Ah oui, punaise. Oui, effectivement, ce sont des punaises, mais des punaises à différents stades. Donc, la punaise a, je ne sais plus combien, 5 stades larvaires, je crois, Donc entre c'est peut-être le l'éclosion et le premier, le moment où elle est deuxième. adulte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être? Non, 5, 6. C'est ça Oh, l'adulte. L'adulte, c'est celle-là, je pense. Non. je pense que c'est celle-ci, mais je pense que les deux tachetés avec du blanc sont au même stade larvaire. Ouais, effectivement. Je n'ai pas trouvé de photo avec tous les stades larvaires. Hein. C'est pas évident à trouver. C'est vrai qu'ils ont fait Bon. fort. Ils ont dû ramasser toutes les tomates, les différentes punaises pour avoir toutes les stades larvaires sur la même. Ils ont Ah pris la non, photo. bah, non mais parce qu'il est vrai que ces dernières, je pense que c'est également les conditions météo, hein, chaudes et sèches, font que ces dernières années, il y a vraiment énormément de punaises dans les jardins, et notamment sur les tomates. Moi, c'est vrai que j'avais pas vu ça avant, depuis que je jardine, j'avais jamais vu ça. Alors, vous êtes peut-être au courant que ces dernières années est apparue en France une variété invasive. On dit qu'elle est invasive parce qu'elle provient d'un autre continent, qu'elle se multiplie à la vitesse grand V et qu'elle n'a pas forcément trouvé ses prédateurs, puisque ses prédateurs sont restés sur son continent d'origine. Et elle porte le doux nom de punaise diabolique. Ouais. C'est les jaunes avec des yeux bridés, c'est ça, non? Eh ben, bonne chance pour voir la forme de ses yeux. Mais en tout cas, C'est les asiatiques, non? C'est pas ça? c'est un peu comme le midou, hein. On dit punaise et pouf, on parle de punaise diabolique. Oui, on l'appelle aussi punaise asiatique. Et oh, elle a plein de noms. Hein. Elle a plein de noms vachement sympathiques. D'ailleurs, et c'est vrai qu'on pense à elle parce que à son apparition, correspond cette espèce d'apparition vraiment quantitative comme ça en masse de punaises qu'on peut voir notamment sur les tomates. Puis qu'on peut voir sous plein de formes, hein, parce que vous avez vu entre la larve et puis les différents stades comme ça, et ben, c'est quand même très différent. Mais là, par contre, du coup, tu disais que c'est. Donc là, c'est pas elle, c'est pas la punaise diabolique. Là, c'est Non, une punaise bien de non, chez non. nous. Voilà, ça va. C'est une punaise bien autochtone et alors je suis obligée de prendre son nom parce que j'ai du mal à Ouais, retenir. Nezera viridula, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est Tu me l'as ça. mis dans le hypnosis, donc je le. Oui, les punaises qui font le plus de dégâts sur les tomates chez les maraîchers, il y a cette première punaise, et il y a aussi la punaise terne. C'est celles qui font le plus de dégâts. Moi, Ok. je trouve ça très bien que René nous en parle, parce que, ok, il y a plein de punaises et c'est très impressionnant. Moi, j'avoue que j'étais super impressionnée le premier été où je les ai vues apparaître en masse. Elles sont un petit peu, on les trouve en juillet, mais elles vont être beaucoup, beaucoup plus nombreuses encore quand on va approcher septembre. Là, on va vraiment les voir en masse. La question, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, je voudrais bien vos réponses. À votre avis, est-ce que c'est embêtant? Est-ce que ça vous fait peur de voir toutes ces punaises?
Oh, mais comme vous êtes des bons élèves, oui, ah, quand même. Bon. Alors, Bénédicte, vous vous rapprocherez de Gilles. Ouais, Quel moi c'est pareil. traumatisme. Moi, je suis comme Bénédicte. Ouais. Elle est traumatisée. Oui, dans la maison, parce que effectivement, ces dernières années, ce qu'on voit aussi, mais je pense que c'est les diaboliques qui rentrent hiverner à l'intérieur, hein. Toutes les punaises hivernent sous des abris, dans les anfractuosités des bois, etc. Euh, mais particulièrement la diabolique qui rentre en masse, un petit peu comme la coccinelle asiatique, hein, qui font des gros troupeaux comme ça. Rémi, ça peut donner mauvais goût, pas celle-ci. Pas celle-ci. Oui, sur les framboisés, la punaise verte, effectivement, quand on la bouge, quand elle est stressée, pouf, elle émet un petit liquide qui pue et punaise, quoi, qui pue et qui peut donner mauvais goût, mais pas celle-ci. Celle-ci, ben, Gilles, tu vas nous montrer non, elle s'attaque pas spécialement aux fruits malades, Marie-Laurence. Elle peut s'attaquer aux bourgeons, elle peut s'attaquer à ce qu'elle trouve en fait, aux jeunes feuilles, aux pousses, aux fruits verts ou aux fruits mûrs. Et là, on a les symptômes on a les symptômes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez. En fait, la punaise est un insecte qui pique, hein, qui ne fait pas de trou, hein, elle a un rostre, elle pique et elle suce. Elle suce les cellules qu'il y a dessous, donc elle injecte un produit qui dissout les cellules qui sont sous le derme et elle les aspire, elle les aspire. Donc ça fait des petites piqûres avec des petites plages qui sont plus ou moins importantes. Et plus le fruit va être mûr, plus ces plages vont s'étendre. Mais bien souvent, on n'a pas plus que ça. Là, c'est une tomate qui est bien attaquée quand même. Après, ça peut être... il peut y avoir des piqûres qui vont faire des plages plus étendues. Et quand on va couper la tomate, on va s'apercevoir que la chair est spongieuse, blanche dessous. Mais la grande question, c'est que c'est des dégâts que font réellement les tomates, les punaises sur les tomates, chez les maraîchers. Et ça va effectivement être un vrai problème parce que ça va les rendre impropres à la consommation ou en tout cas à la commercialisation. La grande question que je pense qu'il faut que l'on se pose, c'est j'ai plein de punaises, mais ai-je des dégâts? Parce que nous, les jardiniers, on a tendance à paniquer hein, quand on voit une invasion comme ça d'une bestiole ou de quelque chose. Mais je pense que le premier réflexe à dire, c'est est-ce qu'il y a des dégâts et que nous dit René? Ben, Des dégâts chez René, en tout cas. Apparemment, pas spécialement. Qu'est-ce que j'ai sur le. Non, il dit qu'ils sont envahis de bestioles, mais il ne parle pas de dégâts spécialement sur le. Non, il nous disait même que, en fait, à part il était un peu désespéré par le cul noir, parce qu'il nous disait que jusqu'à ce que le cul noir arrive, il avait vraiment des belles tomates sans défaut. Donc, il n'a pas constaté vraiment de problème. Donc, il faut voir. De toute façon, Gilles, c'est pire sur tes choux, mais en l'occurrence, sur les tomates, le problème des punaises, c'est que on peut rien faire. Il n'y a pas réellement de solution. Alors sur les choux, j'ai quand même vu qu'il y avait une étude du Grab sur les choux, qui est publiée sur le site du Grab d'ailleurs, qui donne une piste en mettant du colza pour faire un leurre, enfin pas un leurre, pour attirer les punaises plutôt sur le colza que sur les choux, et de là les piéger et les tuer sur le colza. Oui. Ça peut être une piste, et en tout cas ils ont trouvé des résultats significatifs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas sur les choux, hein, mais ils ont trouvé quand même, ils ont réussi oui, mais en fait, ce que ça dit cette étude, c'est qu'en fait, il y a les choux qui font partie de la famille des brassicacées. Voilà, et le colza aussi. Et le colza aussi. Et donc finalement, ben, on va dire, on fait diversion pour la punaise. C'est-à-dire qu'elle sent plein de brassicacées, c'est sa cible,
Et puis, bah, si elles vont sur le colza, elles vont un petit peu moins sur les choux. Et d'ailleurs, il y a du colza dans la boutique. Hein, si, voilà. Enfin, Oui. normalement, on doit le dire au début qu'il y a un placement de produit. Oui, ben, Chantal, ça peut arriver. Alors après, il y a d'autres causes hein, aussi. Il y a d'autres causes. C'est pas obligatoirement les punaises qui provoquent ces dégâts-là. Euh, mais moi, je vous engage toujours, quand vous voyez des dégâts, euh, la tomate à l'écran est-elle consommable crue? C'est fort possible qu'elle soit consommable. Il suffit de la couper en deux. Et oui, des fois, c'est juste l'épiderme qui est affecté un petit peu et ça ne va pas donner mauvais goût à la tomate. C'est que si les attaques sont nombreuses, il va y avoir un développement de parties spongieuses dans la tomate qui va pas, ça va pas être mauvais, mais ça va pas être terrible quoi, en termes de goût. Mais en général, c'est quand même rare que toutes les tomates soient atteintes à 100%. C'est quand même rare. Moi, j'insiste toujours sur le fait que ce qui n'est pas supportable hein, pour des maraîchers, pour des gens qui les cultivent, c'est pas la même sauce pour le jardinier amateur qui n'en vit pas. Oui, effectivement, il y a alors, 3600 espèces de punaises peut-être dans le monde. En France, en Europe, il y en a une bonne centaine, certainement même plus de 100. Et il y a toutes sortes de punaises. Il y a ces punaises-là, là, vous savez, qui ont une forme vraiment d'hexagone, hein, enfin 5 côtés, hein, c'est des pentatomidés. Voilà, c'est les fameuses punaises qu'on trouve sur les choux, ou alors qu'on va trouver sur les fameuses punaises vertes qu'il y a sur les framboisiers. Mais il y a des punaises avec des formes différentes et qui, dans certaines qui sont auxiliaires, c'est-à-dire qui vont être des prédatrices de ravageurs. Donc, et les punaises, elles se ressemblent énormément. Je ne sais pas si je sais pas si j'ai réussi à trouver une photo de punaise diabolique. Non, mais non, il y en a, Non, j'en ai je pas n'ai pas là. trouvé. J'en ai Oui, pas j'avais là. laissé tomber parce que j'ai eu du mal à Mm. trouver. Mais je vous promets, entre la punaise terne, la punaise diabolique et tout un tas de sortes de punaises qui sont toutes grises marron, moi, je vous mets au défi quiconque d'arriver à trouver quelle est la punaise diabolique. Donc, il y a plein de punaises et Et bon donc, courage pour récolter les punaises tous les jours, nous dit Manu. ah oui, j'ai Allez, fini par faire ça pour le chou, c'est finalement ce qui a le mieux marché. Mais et alors, ça puait pas, ça puait pas. Mais et Nathalie te fait dire qu'elles sont belles, les punaises. c'est vrai, c'est vrai, Il c'est faut vrai. Mais bon, juste moi, être je sensible vais à la aussi beauté de la punaise. je suis d'accord, je partage. Mais après, voilà, mais bon, j'ai envie de récolter des choux aussi. La période d'apparition des punaises, elle va dépendre de chacune des espèces, en fait. Sachant qu'il y a des espèces spécifiques à certaines variétés. Il y a des espèces qui sont polyphages, hein, qui vont attaquer plusieurs. Ça dépend. Euh, ouais, alors les prédateurs des punaises, il n'y en a pas 36 000. Après, ceci dit, il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux qui vont euh, hmm, Bénédicte. Tu vois Gilles, Oui, c'est pour on revient sur non. ton colza, c'est ta faute. Le colza, alors dans le grabe, l'étude du grabe, d'ailleurs, je t'invite à aller voir simplement l'étude du grabe, hein, tu peux le trouver, voilà, il y a toute une série d'études, voilà, tu peux regarder l'étude du grabe. En fait, ça les attire peut-être encore plus que les choux, donc je crois qu'il y avait, je sais plus, c'est un pied de colza pour 10 choux, si mes souvenirs sont bons, et en fait, par contre, c'est après pour les piéger, c'est que là, on va aller attraper les punaises sur les colzas pour les détruire, quoi, pour les tuer. Les concombres, ça va être le même problème, c'est que ça va pas être les mêmes punaises que les tomates ou que les choux. Bon, alors la diabolique, elle s'attaque à tout. Hein. Oui, bon, voilà, mais bon, la diabolique, qui c'est qui l'a Elle vu, la s'attaque à diabolique? tout, mais la question à chacun de se poser hein, en protection des végétaux, ce qu'on nous apprend pour les agriculteurs, hein, c'est de déterminer un seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les traitements, hein, moi je vous parle des agriculteurs conventionnels, je ne parle même pas des bio, hein, des agriculteurs conventionnels, ils ne traitent pas dès qu'ils voient une bestiole. Parce qu'un traitement phytosanitaire, ça coûte cher, le produit coûte cher, ça demande du temps de travail, ça demande du carburant.
Voilà. Donc, en fait, on pratique aujourd'hui depuis très longtemps maintenant, d'ailleurs, on pratique ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on intervient que quand économiquement, ça vaut la peine d'intervenir. C'est-à-dire que si les dégâts vont toucher 1% de la récolte, ça ne vaut pas la peine de traiter. Voilà, tout simplement. Bon, dans notre jardin, nous qui dépendons moins de nos récoltes, je ne pense pas que les punaises soient vraiment problématiques. Après, vous pouvez les ramasser ou alors vous pouvez observer. Si vous ne voyez pas de dégâts, pourquoi vous ne pas les laisser? Puisque certains sont sensibles à la beauté de la punaise. Voilà. Mais tout est beau, hein, pour ceux qui savent voir. Un petit truc que j'ai constaté aussi qui sera creusé sur l'histoire de la punaise, c'est que j'ai constaté que les pieds de punaise, le pied de chou, que j'ai mis au milieu des pommes de terre, je n'avais absolument pas ça dans l'idée, mais j'ai constaté qu'il y avait quasiment pas de punaise dessus. Donc il y a peut-être un truc à creuser là derrière. Ouais, et moi je te propose que en fin d'observation de la courgette, on en reparle. Ouais, ça marche. Parce qu'en fait, ce dont tu nous parles, ce sont en fait ce qu'on appelle des plantes écrans. Effectivement. Nous y reviendrons. Alors, puisque tu parles de courgettes, peut-être on va regarder aussi les courgettes, puisqu'apparemment il y a des choses aussi sur les courgettes chez notre Alors, ami qu'est-ce qu'il nous René. disait René? Alors, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il nous disait? Alors, il faut que je reprenne la bonne fenêtre là. Les courgettes. Je n'y comprends absolument rien. Ça ne fait plus d'un mois qu'elles sont plantées. Elles donnaient d'ailleurs très bien. Et puis là, patatras, il n'y a plus que des fleurs mâles qui apparaissent. Alors déjà, ça veut dire qu'il sait bien reconnaître les fleurs mâles, les fleurs femelles. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde sait bien le faire. Que je trouve sectionnées par terre. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et quelques petites courgettes qui s'étaient formées restent rikiki, se déforment et pourrissent. Est-ce que c'est à cause de ces toutes petites bestioles jaunes que je vois dans les fleurs? Est-ce que ce sont les mêmes bestioles qui me dévorent les radis à côté? Alors. Bon, là c'est une photo, c'est pas une photo de chez René, hein, c'est une photo d'un pied de courgette qui est jeune, hein, qui est jeune, donc qui est en début de saison. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait faire la différence entre les fleurs mâles et les fleurs femelles? Alors oui, il y en a beaucoup qui disent oui. Beaucoup de monde dit oui. Apparemment, ça a l'air d'être quelque chose. Sinon, on mange les fleurs mâles en beignet, nous dit Jessica, qui est très pragmatique, effectivement. Bon, apparemment, tout le monde sait. Tout le monde a... Il y en a qui nous parlent de la pollinisation déjà. Bon, on va voir. Ok. Non, quelqu'un ne sait pas. Nicole nous dit non. Peut-être ça peut même d'expliquer un tout petit peu ouais. ce que c'est. Alors, parce qu'on a il y a une photo juste après. Une photo juste après, la voilà, je crois. Voilà, elle est là. Voilà, donc là. Voilà, en plus, c'est expliqué. C'est expliqué, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit truc qui se forme à la base de la fleur, quoi, en gros. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un embryon de courgette, un début de courgette, avant même que la fleur s'épanouisse. C'est ce qu'on appelle l'ovaire, non? C'est pas ça? C'est bien. Tu t'y connais en biologie? Un petit peu. Un petit peu. Donc, effectivement, les fleurs mâles apparaissent les premières. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que les fleurs femelles. Les fleurs femelles, elles ont un ovaire et elles sont précieuses. C'est elles qui vont donner les fruits, qui contiendront les graines nécessaires pour la reproduction de la plante. Donc, la plante, elle va chouchouter un petit peu ces fleurs femelles et elle va produire plus de fleurs mâles. Parce qu'elles ne s'ouvrent pas forcément en même temps. Donc, les deux, les fleurs femelles et les fleurs mâles. Donc, pour essayer d'être sûr qu'il y ait une bonne fécondation des fleurs femelles par les fleurs mâles, elle va produire plus de fleurs mâles et elle va les produire en avance. Pardon. Ah, là, tu allais plus vite que la musique. Donc, en début de saison, c'est tout à fait normal de voir apparaître d'abord les fleurs mâles. Les fleurs femelles arriveront un petit peu après. Et donc on fait des beignets, quoi. Donc on fait des beignets en début de saison. Alors attention, voilà. Attention quand même, toutefois. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez utiliser les fleurs mâles, mais attention, hein, parce qu'elles fanent très vite aussi, les fleurs mâles. Elles s'ouvrent
Et puis bah, elles vont se refermer très vite également. Donc, vous pouvez effectivement utiliser les fleurs mâles pour les baigner. Par contre, si vous voulez faire des fleurs farcies, vous savez, ça se fait beaucoup aussi dans le pays niçois, ça. On les farcit avec du fromage, avec de la pois chichade. C'est délicieux, hein, c'est super bon. C'est très, très bon. On fait ça au Mexique aussi. Ça cuit dans la sauce tomate. J'ai une copine mexicaine qui m'expliquait ça. Il vaut mieux à ce moment-là utiliser les fleurs femelles. Il vaut mieux utiliser les fleurs femelles parce que le fait qu'il y ait l'ovaire va les conserver plus fraîches, plus turgescentes, plus longtemps. Pour les baigner, utilisez les fleurs mâles, mais pour les fleurs farcies, préférez les femelles. Et allez-y, hein, parce que la courgette, c'est l'espèce de vache à lait en fait du potager. Plus vous cueillez les fruits et les fleurs femelles, plus vous incitez la plante à en faire d'autres. Elle se dit, ah, raté, migraine. Et pouf, 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 elle en fait. Au contraire, plus vous laissez les courgettes grossir sur la plante, et elles peuvent devenir très grosses, moins la plante, elle a fait le job, hein, fait ses graines, donc moins elle va produire. Donc n'hésitez pas à accueillir des fleurs. Bon, mais ça ne nous résout pas le problème de René. C'est pas normal, alors que ces plantes courgettes ont déjà commencé à produire. Pour les courges, non, c'est pas pareil. C'est la courgette qui est la vache à lait. Alors, la courgette est une courge. Quoique, je sais pas. Mais la courgette est une courge. C'est une cucurbita pepo. Hein, comme plein d'autres petites courges comme sweet dumpling, babybou, babybir, toutes ces plantes-là, là, les pommes d'or aussi qui sont des pépos. La différence, en fait, c'est que les Italiens, au XVIIe siècle, nous ont amené l'usage de manger certaines courges très, très jeunes. Et c'est ce qui a donné les courgettes. Donc, ce sont des courges comme une autre, mais que nous consommons jeunes. Et en général le plus jeune possible. Parce que si vous laissez vieillir votre courgette, sa chair va devenir dure, son centre va se creuser et il va y avoir des graines comme n'importe quelle courge. Donc, comme on ne consomme pas, par exemple, les potimarrons ou les butternuts ou les courges musquées de Provence immatures, je ne sais pas si elles auraient la tendance à faire vachâtraire comme les courgettes. Peut-être, mais il n'y a pas tellement d'intérêt à en tout cas, l'inverse, comme dit Jessica, c'est tout à fait vrai. Si on veut garder les graines de courgettes, il faut en laisser une grandir en fin de saison, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et il faut la laisser grandir et vieillir le plus longtemps possible et la récolter, comme les courges, avant l'arrivée des grands froids, pour que les graines soient bien mûres, bien sèches. Donc, il ne faut pas simplement qu'elles soient grandes, hein, il faut qu'elles commencent à changer de couleur. D'accord. Et qu'elles soient bien dures. En tout cas, on a ce problème-là. De ce coup, il n'y a plus de production de fleurs femelles. Et ça, oui, ça, c'est un problème. C'est une réaction, encore une fois, physiologique de la plante. Et quant au fait que René observe qu'il y a une bête qui lui sectionne ses fleurs de courgettes, ben là, pas de panique. De toute façon, c'est mon credo, hein, pas de panique au potager. C'est normal, c'est la façon de tomber des fleurs mâles. Comme il n'y a pas de petit elfe qui les cueille le matin tôt, elles tombent et parfois on a l'impression qu'elles ont été sectionnées par une bestiole. Et on va avoir un symptôme complémentaire qui est super. Alors, juste un petit mot sur les croisements entre cucurbitacées, c'est qu'au sein d'une même espèce, attention, hein, c'est pas, on ne va pas avoir un potimarron qui va se croiser avec une courgette. Non, voilà. Mais c'est un autre sujet encore. C'est un autre sujet, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Ou une butternut avec un concombre, pareil, ça ne va pas se croiser, quoi. Non. Alors, mais par contre, effectivement, hein, vos courgettes peuvent se croiser avec d'autres courges pépos. Ou d'autres pâtissons, d'autres choses comme ça. Voilà, exactement. Là, ça donne le croisement d'une courgette et d'un pâtisson, ça doit être rigolo. Mais bon, c'est un autre sujet. À tester. Alors, ensuite, donc, par rapport à la chute des fleurs, c'est vrai que certaines personnes disent que c'est un problème de nutriments éventuellement.
Alors, parce que toi, tu as mené ton enquête auprès de René. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il t'a dit des choses à ce sujet-là? Alors, il m'a dit des choses. Oui, alors, René, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vais reprendre mes notes. Ah, non, en fin d'hiver, il a déposé du fumier frais sur le sol du potager et en début de saison, il a boosté ses plants en les arrosant avec de l'urine diluée. Donc, il y allait fort au niveau nutriments. En tout cas, en termes d'azote, Ouais, en termes d'azote et même de phosphore, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon là, il n'y a pas trop de donc soucis. on est d'accord qu'on pense que ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Ok. En tout cas, Donc, du coup, on est sûr. ouais. Surtout, il a un autre symptôme qui est super embêtant. Ouais, par contre, effectivement, il a des courgettes qui avortent. Alors, voyons, donc là, la question, voilà. Ah, pardon, il faut que je remette le partage d'écran. Tam, tam, voilà. Alors, il a les courgettes qui avortent. Du coup, là, voilà ce qu'il observe. Voilà, ça commence. Voilà. C'est une espèce de pourriture, là, je sais pas, un truc, ça pourrit, et puis Je sais pas. ça pourrit, voilà. Alors, ça Ça pourrit. pourrit. Ça pourrit. C'est vrai qu'il y a un petit doute, il y a un petit doute sur cette photo-là. Euh, En début de saison, quand il fait très humide, il peut y avoir une pourriture. Et c'est vraiment une pourriture, à savoir, c'est vraiment un champignon. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que cette photo-là, je me suis un peu trompée de photo, je pense. Là, on voit hein, tout le monde voit la fleur, l'ancienne fleur, enfin, la corolle qui reste. Et, et effectivement, bon, si on la voit comme ça et elle moisit un petit peu, euh, c'est peut-être plutôt une photo qui a été prise à un moment d'humidité, de fraîcheur. Mais là, c'est pas le cas. Hein. On est au mois de juillet. Il fait très chaud, très sec déjà depuis plusieurs jours. Et alors qu'il y a des courgettes qui sont formées, là, d'un seul coup, il ne sait pas ce qui se passe, René. Ces courgettes ne grossissent pas. L'extrémité se rétrécit. Elle jaunit. Elle pourrit. Et toutes les petites courgettes qui apparaissent, pouf, ça fait ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça dans votre jardin. Ouais. Je crois que ça, c'est un truc qu'on observe quoi, qui est assez vraiment. Un peu comme le cul noir, hein, c'est un truc que quasiment tout le monde a déjà vu. Quoi. C'est courant. Ouais. C'est commun, hein, c'est Ouais, très, très 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 commun. courant. Très, très courant ce symptôme. Alors, du coup, bon, peut-être on passer au petit quiz là pour savoir à quoi c'est dû ça. Ouais. Alors, pourquoi il veut toujours que j'envoie à Baudouin? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a avec Baudouin en particulier. Voilà, donc je vous ai remis un nouveau petit Google Form là. Tous mes plans ont fait ça l'année dernière. Et, Et oui, l'année dernière, il a fait chaud et sec aussi. Hein. ouais. C'était une sacrée année Alors, hein, l'an dernier. voilà, je vous ai remis le petit questionnaire. À votre avis, à quoi est dû le pourrissement des fruits? Un stress lié à la météo, au manque d'arrosage, un excès d'arrosage, un champignon, une absence de pollinisateurs, un manque d'éléments minéraux. Je vois qu'il y a les premières réponses qui commencent à arriver. Oula, il y a une réponse qui a l'air d'avoir un sacré succès. Je ne sais pas laquelle c'est pour l'instant. J'ai déjà 14 réponses, mais il y a beaucoup de monde qui. Je ne vois pas le Mon doc chat qui stress miaule comme un météo. dingue. Je vais ouvrir mon chat. Alors, sur le doc stress lié à la météo, c'est le tout premier choix. Hein. Marie-Laurence. Ah, c'est pas un doc stress météo, c'est à nouveau un formulaire. Attends, je remets le formulaire. Là, voilà, il y a tout le monde. Voilà, je remets le formulaire si besoin. Voilà, je vois que j'ai 20 réponses déjà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et je vais refaire le partage d'écran des réponses qu'on m'a données. Ah, ça a l'air de changer là. Hein. Il y avait au début, là, il y avait l'absence de pollinisateur qui était archi dominant, et puis finalement, il est toujours premier, mais c'est moins évident. Voilà, au début, il y avait plus de 3 quarts des réponses, c'était ça. Puis là, ça a un peu changé. Ok, donc d'abord, absence de pollinisateur, c'est quand même qui arrive nettement en tête, avec 11 réponses. Ensuite, on a quoi? On a stress lié à la météo, on a un champignon, et ex aequo avec un excès d'arrosage, et puis un manque d'arrosage, et puis en dernier, un manque d'éléments minéraux. Ah, quelqu'un d'autre a répondu en plus stress lié à la météo. Donc voilà, stress lié à la météo. Arrive deuxième, mais loin derrière quand même l'absence de pollinisateur. Alors, Guylaine, qu'en dis-tu? Alors, que nous dit René? Que nous dit René alors
Ça fait 15 jours qu'il fait très beau. Je vois plein d'abeilles et de papillons dans le jardin, d'autant que j'ai des massifs de lavande, de thym, de romarin, ça va sentir bon, juste à côté de mes courgettes. Bon, ça a l'air d'être ça. Il y a des pollinisateurs parce que ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver qu'on ait ce syndrome qui s'appelle la coulure. Hein, le nom, c'est la coulure des courgettes. De coulure des courgettes, ça peut arriver en début de saison. En début de saison, il fait un peu frais, il fait humide. Il va y avoir un problème de pollinisation. Effectivement, parce que comme les conditions météo sont défavorables aux pollinisateurs. Donc, si le pollen n'arrive pas jusqu'à l'ovaire, en fait, de la fleur femelle, bon, effectivement, elle coule. Elle coule. S'il y a un excès d'humidité, il peut y avoir, c'est ce qu'on voit sur la photo en fait, hein, je ne vous ai pas montré une vraie coulure. Effectivement, la pollinisation va mal se faire, hein, et puis il va y avoir un champignon qui va se développer à l'attache de la fleur, de la corolle, des pétales. Et effectivement, il va y avoir l'extrémité qui va moisir. Mais là, je vous rappelle qu'on est en plein été, qu'il fait 30 degrés depuis 15 jours, qu'il fait très, très sec. Et ce que nous dit René, il ne manque pas de pollinisateurs. Donc, ça ne sert à rien pour toi de polliniser à la main dans ce cas-là. Je vais. En fait, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'arrête pas de rentrer dans l'intimité de la courgette. On a parlé de ses fleurs femelles, mâles. Et là, on a un problème qui ne va pas être forcément de l'ordre de la pollinisation. Il peut y avoir pollinisation, mais le problème, ça va être de l'ordre de la fécondation. Hein, comme dans tout le monde sexué, il y a rencontre de la semence mâle sur l'ovaire féminin, l'ovule, et puis des fois, ça se fait pas, ou alors ça se fait, mais il n'y a pas nidification quelque part. Et donc, c'est ça qu'on observe avec la coulure, en fait. C'est que le fruit commence à se développer, parce que de toute façon, vous avez vu que même sur la fleur, avant qu'elle s'épanouisse, il y a déjà un embryon qui est déjà présent, mais ça s'arrête. C'est-à-dire que ça ne va pas à son terme, il y a une espèce d'avortement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Donc, la question, elle est d'où est-ce que ça vient c'est pas, donc, s'il y a plein de pollinisateurs, pourquoi polliniser à la main? Est-ce que nous allons faire des cupidons plus efficaces que les pollinisateurs? Effectivement, on en doute, on peut en douter. Ça réglera pas forcément le problème. Peut-être que, je dis pas que ça le règle pas, hein, mais en général, ça se règle tout seul. Si vous en avez tous eu en période, bon, alors l'an dernier, c'était vraiment particulier parce que parfois on a eu de la coulure tout l'été, en fait. On a vraiment eu de la coulure tout l'été. Mais en général, quand on n'a pas de conditions de météo trop excessives, on a des périodes de coulure et puis elles s'arrêtent. Et des fois, elles ne durent pas du tout longtemps. Et puis d'un seul coup, la prochaine fournée de fleurs va nous donner des courgettes tout à fait normales. Ma thèse, vas-y. Ma thèse, elle est que, un peu comme pour le cul noir, comme beaucoup de choses qu'on a vues précédemment, hein, quand il y a un grand stress, un peu brutal, d'un seul coup, les températures s'élèvent. Voilà, il y a un gros stress hydrique, un gros stress thermique. La plante est en économie d'énergie. Voilà, elle se met en économie d'énergie, elle n'a pas la tête à la bagatelle. C'est pas le moment c'est pas le moment de faire des fruits en fait, parce qu'il faut qu'elles s'adaptent. Et en général, les courgettes, c'est des bonnes filles, quoi. Hein, elles prennent la mesure de la situation, et quand elles s'adaptent, eh ben, elles relancent leur fertilité, en fait. Donc, d'après toi, on est donc encore sur une réaction physiologique, en fait. Oui,
Voilà, ah, voilà, la sécheresse et la Oui, chaleur. D'accord, ok. mais à observer. Donc, ça Ok. peut arriver quand il fait froid et humide. Ça peut arriver quand il fait froid et humide, ou quand on arrose trop, qu'il y a trop d'humidité. Et ça peut également arriver, à contrario, quand on a une chaleur excessive ou une sécheresse canicule, D'accord. etc. Souvent, les D'accord. plantes, elles se mettent un petit peu en économie. Et c'est lié aux fleurs. De la même façon, elles ne vont pas produire de fleurs femelles. Voilà, elles se mettent D'accord. en attente. Et on a ce cas de figure comme ça. Moi, j'ai constaté, je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai constaté, je suis en Bourgogne, je l'ai constaté tout l'été, jamais j'avais une fleur de courge femelle. Et quand elles s'y sont mises, on y était déjà fin août. Et donc, après, bon, ça n'a rien donné parce qu'elles Un n'ont peu pas eu le tard. temps de grossir après mes courges, surtout de mûrir. Ouais. Encore une fois, on est. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça pose la question de quand il fait chaud et sec, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager pour essayer de limiter un petit peu tous ces stress. On met la clim? Ah ben là, j'ai pas forcément la réponse là. Mhm. Parce que moi aussi, je suis une jardinière comme vous tous. Il faudrait qu'il y ait de l'ombrage, peut-être. Une Moi ombrière, peut-être. j'ai été désarçonnée l'an dernier par le stress thermique. Hein, Mhm. je disais que la température du sol était de 49 degrés quand même, par moment. Ouais, 9 degrés. ouais, en Je, effet, ouais. Autant dire Ouais. que les plantes, elles stagnent. Hein. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas possible, effectivement. Ouais. Mhm. Elles stagnent. Donc, Et ouais, je pense alors peut-être l'ombrage. pour finir, parce que c'est vrai que l'heure tourne aussi, peut-être on va aller. Il y a le dernier problème qu'on constate sur ces courgettes, c'est qu'il y a des petites bestioles qui lui mangent ses fleurs, enfin qui envahissent en tout cas complètement ses fleurs. Attends, je vais vous montrer la photo. Voilà, c'est impressionnant quand même ce truc. C'est une pullulation. Et puis c'est que sur les fleurs, hein, on n'a pas sur les feuilles. Ah non, c'est que sur les fleurs. Et C'est allez-y, en plein été, le mois de juillet, avec un t-shirt jaune. Et vous allez voir que vous aussi, vous allez attirer ces petits insectes jaunes. Ils vont vous prendre pour une grosse fleur de courgette aussi. et c'est quoi ces bestioles alors? Et puis, c'est des petites bestioles qu'on va retrouver sur toutes les fleurs jaunes des environs, hein, pas que les fleurs de courgettes. Hein. D'accord. Euh, et donc, Gilles, qu'en penses-tu? Ou alors, Ben, quelqu'un peut dire ce que sont ces petites ces bestioles petites jaunes? bêtes, oui, ces petites bébêtes. Parce que moi je le sais. Ah, je vois qu'il y a une réponse. Des méligettes, voilà, Jessica. Mais Jessica, elle est forte, hein, Jessica, je trouve. Des méligettes. Hein. Des méligettes, effectivement. Mais alors, par Donc, contre, tu dis que les méligettes, tu dis qu'il n'y a pas à s'inquiéter sur les courges, mais pourtant sur le colza, enfin, c'est une des terreurs des céréaliers quand même, quand ils font du colza, les oui. méligettes. Je- Danette, je suis dévoilée, hein, Jessica et moi, en fait. J'ai une double Je identité. suis Guylaine, d'accord. Non, je pense qu'elle veut dire elle me suit sur ma page Facebook. Oui, oui, du verbe suivre, non pas du verbe être, effectivement. En fait, Jessica, vous êtes Guylaine 2. Voilà. Oui, mais je vous ai reconnu. Euh, oui, alors les méligettes, hein, c'est des petits coléoptères noirs. Et effectivement, à cette période, au mois de juillet, on va en voir sur plein de fleurs, particulièrement les fleurs jaunes. Quasiment toutes les fleurs, vous pouvez y aller, mais on va en voir aussi sur les coquelicots, on va en voir sur les roses, enfin vraiment, et on les voit, ils sont tous en pagaille. Et Donc mon pour, chat, il ne sait pas ce qu'il veut, il miaule pour rentrer, il miaule pour sortir. donc pour toi, c'est pas très grave en fait, cette histoire de méligettes. Voilà, on laisse courir quoi. Alors, ce ne sont pas des ravageurs. Ouais. Bon, Donc on les laisse courir, on les laisse vivre, on les laisse faire les méligettes, Enfin, comme les attends. punaises, il y a des tas et des tas d'espèces. Alors, Tu effectivement, dis. quand on dit méligette, si vous le tapez sur Internet, dans un moteur de recherche, ça va vous renvoyer quasi automatiquement vers les méligettes du colza. Voilà, qui sont deux espèces d'ailleurs. Hein, il y a l'anéus et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais ce sont des méligettes que l'on voit apparaître à la fin de l'hiver, au début du printemps, quand les colzas sont en bouton.
et qui effectivement sont enquiquinants parce qu'ils vont venir rechercher le pollen et le nectar, mais surtout le pollen des fleurs de colza. Et comme le colza est en bouton, eh ben, ils vont creuser, ils vont creuser les boutons. Et en creusant les boutons, ben, les boutons vont avorter. Donc, effectivement, c'est un petit peu problématique. Et encore, pas de trop, parce que même même chez les agriculteurs quoi, qui font du colza, ils ne traitent pas obligatoirement parce que souvent, surtout si le colza est en bonne santé et bien vigoureux, bah, ça ne fait pas un pourcentage de dégâts très important. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé du seuil de tolérance. Il est toujours pratiqué et en général, il n'y a pas beaucoup de raisons de lutter contre les miligètes, mais ça peut arriver. Ça peut arriver selon Alors, le stade. Hein. tu dis ça, d'accord. Alors, ok. Alors, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des plantes qui sont pas jaunes, qui sont juste à côté des courgettes et qui se font complètement bouffer par des trucs qui ressemblent beaucoup à tes méligettes là. Hein. Et oui. Et alors, les miligètes, vous les avez en petits. Ah, Jessica, non, Jessica, elle est trop forte. Oui, je vois la palus. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les méligètes du colza attaquent les fleurs de cerisier. Parce que les méligètes du colza sont spécifiques au colza. Et que les cerisiers sont des rosacées, donc une plante d'une famille complètement différente. Et c'est pas les mêmes. Et comme ça, de mémoire, il faudrait que je recherche un petit peu plus précisément, mais ça doit pas. C'est peut-être un petit coléoptère noir, mais c'est pas des méligètes sur les cerisiers en tout cas. C'est pas des, et là, ce ne sont pas des méligètes non plus. Ah oui, effectivement, donc ce sont effectivement des altises, hein, comme voilà, certains l'ont Voilà. déjà La bien vu différence, sur les radis. donc, on rappelle, les méligètes, en fait, vont rechercher le nectar et le pollen des fleurs. C'est ça dont ils se nourrissent. Donc, sur les fleurs bien épanouies de la courgette, c'est le régal pour les méligètes. Ils vont agir, en fait, non pas comme des ravageurs, mais plutôt comme des pollinisateurs. Hein, puisqu'ils circulent de fleur en fleur. Bon, c'est pas des abeilles, hein, mais il faut un petit boulot de pollinisateur. Donc, pas de panique, ne mettez pas de pièges jaunes, ça sert strictement à rien, ils ne font aucun mal. Au contraire, Okay. ils peuvent être utiles. L'altise, c'est un autre problème. Ça, c'est embêtant. Alors là, on voit bien sur la photo, hein, c'est pas le poinçonneur des lilas, voilà. c'est le poinçonneur des crucifères. Ben voilà, hein, ces petits J'en ai eu sur mes coléoptères. choux de ça aussi. Hein. Voilà. Toute la famille des brassicacées. Donc les radis, la roquette, le chou, les navets, les radis, les radis noirs. La palus, vous allez plus vite que la musique. On y arrive, on va y arriver et ça va être un grand débat. Donc voilà, hein, ça poinçonne comme ça poinçonne. Il y a quelque chose qui est très très notable comme différence entre les méligètes et les petites altises, c'est la même famille. C'est la même famille que les chrysomèles aussi, donc des petits insectes comme ça, métallisés, tout petits. Mais elles ont une caractéristique particulière, c'est quand on s'approche, elles sautent en l'air. Elles font du trampoline. Hop, elles ressemblent à des puces comme ça. On s'approche, on s'approche des radis, pof, on a un petit vol comme ça d'altises qui s'envolent. Oui, alors les altises, on est d'accord, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience l'été dernier, elles sont redoutables. C'est vraiment une plaie. Hein. Moi, je vous ai parlé du milieu tout à l'heure. Moi, je trouve que les punaises sont pires, hein, mais bon. Qu'est-ce que tu trouves pire? Les punaises. Ah, les punaises des choux. Oui, les altises n'aiment pas les salades, Jessica, parce que les salades ne font pas partie de la famille des choux. Hein, c'est vraiment, moi j'insiste là-dessus. Hein. Les insectes, on parle des altises, mais c'est les altises des crucifères.
Après, Après, je ne sais pas si c'est des altises sur autre chose, mais là, en l'occurrence, et elles sont effectivement beaucoup plus nombreuses en cas de sécheresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces satanées altises? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un petit peu vraiment l'appeler. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand on veut lutter contre un ennemi, il faut le connaître. Donc, les altises hivernent, passent l'hiver dans le sol, sous les mottes de terre, en fait, et elles vont apparaître, elles ne vont avoir qu'une génération. Une génération. Et elles vont apparaître effectivement juin, juillet, août, voilà, les mois d'été. Elles sont un petit peu en kikinante, comme ça. Elles vont être favorisées par la sécheresse. Grosso modo, c'est les éléments qu'il faut savoir. Donc, c'est normal que les étés où il fait particulièrement chaud et sec, on ait des attaques faramineuses comme ça de ces satanées altises. Si on asperge les plantes avec de l'eau, elles vont sauter. Mais comme il fait chaud et sec, elles vont revenir. ça ne va pas les tuer, hein, en tout cas. Elles vont sauter et elles vont se réfugier ailleurs et elles vont attendre. C'est vraiment une plaie. C'est vraiment une plaie. Il faut oublier tout ce qui est infusion, décoction, purin, tout ça. Il n'y a rien qui marche contre les altises. Il n'y a rien qui marche. Autrefois, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être, en jardinage biologique, il y a une époque où la roténone était un insecticide qui était autorisé, puis après elle a été retirée. En tout cas pour les jardiniers amateurs, parce qu'il y avait des suspicions sur ce produit qui pouvait provoquer éventuellement, je crois qu'il y avait des suspicions d'influence sur la maladie de Parkinson. Enfin, en tout cas, elle a été retirée il y a longtemps maintenant. Mais sinon, il n'y a pas de produit de traitement non plus contre les altises. Les trucs qui sont donnés, effectivement, il y a les voiles, effectivement, les voiles. Sauf que le problème, c'est que je vous le rappelle qu'elle hiverne dans le sol. Donc, si vous mettez les voiles, elle ne va pas arriver par voie des airs. Elle va arriver par en dessous du voile. Donc, c'est un petit peu enquiquinant. Certains parlent de collerette. Moi, je pense que sur des choux, par exemple, les choux, etc., effectivement, peut-être mettre une petite collerette en carton sur le sol, autour des pieds des choux. Ça peut avoir une influence. Conserver l'humidité du sol. Donc, mettre un paillage sur un sol sec, ça ne va pas suffire, puisqu'on aura tout ça. Enfin bref, j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai pas beaucoup de solutions contre les altises. Moi, personnellement, je ne fais plus aucun radis. Fin juin, j'arrête de faire des radis. Les petits radis, et la roquette, toutes ces plantes qui sont sensibles, j'en fais plus en été. J'en refais fin août quand les générations d'altises sont terminées. Voilà. Ok. Ben écoute, là je pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet, hein. Bien fait le tour du sujet. Qu'est-ce que voilà. Donc là, ben, en tout cas, merci beaucoup Guylaine pour ce. Alors plus de choux. Alors si, des choux, on en fait, hein. Des choux, on peut toujours en faire, hein. Voilà, les radis. Le poireau ne fait pas partie de la famille des choux. Donc les altises ne s'attaquent pas du tout au poireau. Et puis, c'est pas plus de radis, plus de roquettes, c'est en été. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de légumes aussi qu'on a pris l'habitude de consommer en été, alors que ce ne sont pas des légumes d'été. C'est vrai pour le radis ou la roquette, c'est vrai aussi, par exemple, pour les laitues, hein, ce n'est pas des légumes d'été. Les choux sont présents en été. Bon, après, c'est vrai que, oui, c'est vrai que sur les choux, c'est moins problématique que sur les radis, je remarque quand même. Puis après, le chou, il continue à grandir après en automne aussi.
Il va paumer en automne, il va paumer à l'automne, on il va va paumer dire, plus tard. en été, on va avoir des choux d'été, hein, les choux cabus notamment, voilà, les choux blancs, choux rouges. Mais ils sont déjà assez gros finalement quand tu arrives. C'est ceux qu'on va consommer en été. Ils sont déjà assez gros. Donc, les premières feuilles autour vont être attaquées par les altises. Mais ça ne va pas nous empêcher de manger la pomme. On enlèvera ces premières feuilles et puis c'est tout. Et après, en été, juillet, août, on va planter les choux les choux, voilà, les choux que l'on consommera en automne et en hiver. Mais on est sur la fin des altises aussi. Moi, si j'ai beaucoup d'altises, je vais attendre le mois d'août pour planter mes choux d'automne et d'hiver. Et quant à la mouche mineuse, on va peut-être pas ouvrir le sujet maintenant parce que ça sera encore ouvrir un nouveau chapitre. C'est-à-dire qu'il y en a plein des bébêtes, des bébêtes et des maladies dans le jardin. En tout cas, ce que je voudrais dire quand même, avant de finir, c'est que voilà, du coup, voilà, je pense que la Guylaine nous a amené énormément de connaissances déjà pour appréhender la saison qui vient, en tout cas surtout pour les maladies qu'on va avoir sur les légumes d'été, en tout cas, sur ce que j'appelle les maladies ou les réactions physiologiques, faire la différence entre maladies ravageurs et réactions physiologiques, ce n'est pas du tout la même chose. En attendant, nous voulions vous proposer de vous accompagner encore plus loin. Les limaces, on va en reparler. D'ailleurs, il y a déjà une conférence sur les limaces. Si tu veux voir Claudio, il y a la conférence du 25 mai sur les limaces. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas reparlé ici, voilà, parce qu'on avait déjà traité un peu le sujet. Mais on aura l'occasion d'en reparler aussi pendant la saison, là. Donc, ce que nous voulons vous proposer, c'est une formation en ligne, enfin un accompagnement d'un groupe d'une dizaine de personnes maximum pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de coacher tout le monde dans le groupe. Alors, je vais vous montrer, faire un petit partage d'écran. Voilà. Alors, non, c'est pas ça. Non. Pardon, tac, tac. Il est où ? Voilà, donc un programme d'accompagnement qui s'appelle Devenez le docteur de votre jardin. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà, donc devenez le docteur de votre jardin. Donc, voilà, si vous observez toutes sortes de choses, voilà, vous avez toutes sortes de frustrations liées au fait que dans votre jardin, il y a des petits soucis. Voilà, donc ce que l'on vous propose, c'est un programme de formation en 6 séances. Donc, avec l'idée, c'est qu'il y a 2 séances qui vont être vraiment du contenu pour apprendre vraiment les généralités, pour faire le diagnostic, pour faire l'ordonnance, comme dit. Donc ça, ce serait les sessions du 20, pardon, une petite faute d'orthographe, du 21 mai et du 16 juillet. Et puis, il y aura des sessions qui seront plus sur des thèmes particuliers. Donc, on va parler notamment des limaces au mois d'avril. On va parler du mildiou, justement. On va approfondir le thème du mildiou au mois de juin. On va approfondir le thème de l'oïdium au mois de septembre et le thème du carpocaps, donc là qui concerne plus les arbres fruitiers, au mois d'octobre. Donc, et donc au mois de mai, ce sera apprendre à reconnaître les maladies ravageurs du jardin. Donc c'est un peu le prolongement de cette séance. Voilà, où on va aller plus loin faire le diagnostic, comment faire un diagnostic quand on observe quelque chose au jardin. Le 16 juillet, donc le thème de l'ordonnance, quelle décision on va prendre, savoir est-ce qu'on va traiter ou pas, est-ce qu'on va combattre entre guillemets ou pas la maladie ou le ravageur que l'on observe. Et en plus de ça, si vous choisissez de revenir au groupe, vous avez le choix de choisir une des sessions que je vous présentais juste après, de devenir spécialiste. Donc voilà, il y a les sessions devenir spécialiste. Vous avez plein là qui sont des sessions qui vont être qui seront vendues à l'unité. Donc devenez spécialiste. Donc c'est la session une session sur les pucerons, ce sera le 2 avril, ce sera très prochainement. Une session sur les limaces, le 7 mai. Une session alors bien sûr, celle-ci peut-être ne sera pas, puisqu'elle est déjà dans le programme, là, elle ne sera peut-être pas à choisir par ceux qui rejoindront le groupe. Une session sur les maladies et ravageurs de la tomate. Donc là, on en a un peu évoqué, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on a évoqué là ce soir. Justement sur les fameux coléoptères, Doryphore, Altises et compagnie. Donc voilà, on a un peu évoqué les Altises, mais on va parler de bien d'autres coléoptères qui nous enquiquinent. Donc là, ce sera le 30 juin. Maladies et ravageurs des cucurbitacées.
le 13 septembre et spécial fruitier le 6 octobre. Donc ça, voilà, si vous choisissez de rejoindre le programme, vous pourrez choisir en plus, en bonus, une de ces sessions à laquelle vous pourrez assister gratuitement. Alors, attends, je vois que j'ai... Voilà, et donc là, donc donc voilà, si on veut cliquer ici sur... Ah mince, pardon, ça ne marche pas, si on clique là. Bon, c'est pas grave, je vais aller là. Je l'ai mis en ligne aujourd'hui, je vais être un peu fatigué, il faut que le lien soit... Voilà, il faut que je reprenne les liens, c'est pas grave. Alors, là, je vais aller là. Programme session d'accompagnement. Le lien, voilà. Donc, devenez le docteur de votre jardin. Donc voilà, donc le prix de cette formation est de 390 € donc pour assister à l'ensemble de la formation. Donc c'est des sessions, ça va être des sessions avec beaucoup de contenu parce que c'est des sessions qui vont durer plus que ce soir. On sera sur peut-être entre une demi-heure et 1 heure, plus vraiment de théorie qui sera délivrée par Guylaine en début de session. Et puis ensuite, l'idée, c'est de vous coacher individuellement, voilà, de répondre vraiment à vos questions que vous avez dans votre pratique du jardin pour vous aider à gérer soit le ravageur que l'on utilise ce jour-là, soit les questions de diagnostic ou les questions d'ordonnance que l'on va voir. Donc, le prix de ce programme de 390 €, et si vous vous inscrivez avant dimanche soir, donc c'est pour tout le week-end, là, vous avez la promotion, donc avec une bonne réduction de 330 €. Donc, Gilles, si tu me permets, vas-y. L'idée aussi, c'est que là, on fait un webinaire où on est relativement nombreux. Là, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement personnalisé parce que nous serons des petits groupes de 10 personnes. C'est ça, c'est 10 personnes maximum. Hein, on est vraiment petit. Voilà. Groupe. Et absolument. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer dans ce programme-là, c'est de vous donner ce que moi, j'ai reçu lors de ma formation, en fait, lors de mon BTS, où on m'a appris à devenir docteur des plantes. En fait, on m'a donné les bases pour effectivement établir un diagnostic, ensuite savoir comment soigner les végétaux, et puis en abordant des problèmes qui sont plus spécifiques, mais qui sont communs en général à tous les jardins. Mais chacun arrive finalement avec sa problématique et a l'assurance, à la fin de ces séances, d'avoir les réponses personnalisées à chacun des problèmes qu'il rencontre. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez capable de gérer la grande majorité de tous les problèmes phytosanitaires, hein, au sens large, hein, voilà, que vous pouvez rencontrer au jardin. Et bien sûr, de les gérer avec des solutions écologiques, bien entendu. Hein. Et de savoir s'il y a besoin de les gérer ou pas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose. Hein, voilà. Et donc, d'être capable de dire s'il y a besoin de faire quelque chose ou pas. Voilà. Donc, c'est vraiment toutes ces compétences qu'on vous propose d'acquérir dans le cadre de cette formation en ligne. Et vous avez aussi une autre solution. Donc là, je vous disais aussi que nous allons tous les mois, donc là, ça va commencer donc le 2 avril, le vendredi 2 avril, donc tous les mois faire des sessions qui vont focaliser sur une maladie ou un ravageur en particulier ou une plante en particulier et c'est les maladies qui la concernent. Hein, donc, la première session, ce sera donc dans 2 semaines hein, à peine, donc le 2 avril, et on va parler des pucerons, parce que les pucerons, voilà, c'est un insecte qui se développe plutôt au printemps, donc c'est intéressant de commencer déjà à se pencher sur la question dès le début du mois d'avril. Donc notamment pour tout ce qui est rosier, pour tout ce qui est arbres fruitiers, pour tout ce qui est les fèves, les artichauts, etc. Voilà, on a quand même beaucoup de légumes qui sont sensibles, légumes ou de fruitiers qui sont sensibles aux pucerons. Et donc voilà, nous vous proposons pareil. Donc là aussi, vous avez un tarif promotionnel juste le temps du week-end. Donc le prix des ateliers en général, hein, quel que soit l'atelier que vous choisirez, le prix de 75 € et vous pouvez y assister pour 65 € si vous l'achetez dans le week-end. Donc là, pareil, tout se passe sur ma boutique en ligne. Voilà, vous pouvez l'acheter directement. Bien sûr, je renverrai un mail demain matin qui présentera cette promotion à l'ensemble de mes lecteurs. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Je vois que vous êtes il y a beaucoup de monde qui a suivi jusqu'au bout. En tout cas, c'est cette soirée. Hein. Et donc, je vous remercie pour votre assiduité parce que là, vous êtes quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout de la session. C'est super parce qu'il y a eu énormément de contenu. Et on vous a pas mal soumis
à contribution. Voilà. En tout cas, avec Guylaine, on vous dit à très bientôt, sûrement, sur un de ces programmes. Et voilà, ou sur une de ces journées, voilà, où il faut aussi venir. Donc là, c'est vraiment, cette journée, c'est vraiment pour focaliser sur un en particulier. Et Et très bientôt en ligne, on mettra très bientôt en ligne, bien sûr. Voilà, et bien sûr, on va mettre le podcast de ce webinaire en vidéo là très rapidement. Voilà, je pense dans le week-end, je vais faire ça, quoi. Voilà, tiens, merci Nathalie, c'est très, très sympa. Merci beaucoup à toi. C'est vrai que tu as mis le lien. C'est vrai que je vous ai montré ainsi en partage d'écran, mais effectivement, il y a le lien Devenez le docteur de votre jardin. Puis je vais faire pareil pour celui des pucerons. Voilà, clac. Voilà, c'est une très bonne idée à toi. Merci beaucoup. Voilà, je mets aussi le lien vers les pucerons. Voilà. Ben, en tout cas, ben, il y aura sûrement. Alors, le prochain webinaire, la date n'est pas fixée. Alors, je ne sais pas s'il est encore là, mais ce sera avec Mohamed. Donc là, on parlera de biochar et on parlera. Non, il n'est plus là, je crois. Voilà, et on parlera d'expérience, notamment sur le continent africain. Donc là, ce sera un tout autre thème. Mais ouais, et puis il y aura d'autres sujets qui ne sont pas encore définis dans les mois à venir également. Voilà. Ben, je vous souhaite donc une très bonne soirée, de méditer sur tout ça et de. Bon, ne rêvez pas trop de courgettes et de tomates quand même. Non, voilà. Ou de méligettes. Bon, après, les méligettes, c'est mignon. Les méligettes, il vaut mieux les méligettes que les altis. Oui. Voilà, c'est ça. Mais moi, je retiendrai la beauté des punaises auxquelles je n'avais jamais pensé. Effectivement, non, mais c'est vrai que c'est très, très joli. C'est vrai qu'il y a de très jolis dessins sur la carapace des punaises, tout à fait vrai. Allez, on va clore là-dessus. Bonne soirée. Salut.